Alors c'est un écran noir, mais voilà, il arrive, il est là. Savin, bonsoir, est-ce que ça va bien? Bonjour. Très bien. Mais merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est super content de te recevoir pour parler de Auban Star Racer, qui du coup, là, c'est l'actualité, c'est les 15 ans de la licence. C'est un gros projet qui est né il y a de cela de très nombreuses années. Alors, je me suis dit que ça devait faire au moins une vingtaine d'années. Est-ce que je me trompe de beaucoup ou est-ce que c'est à peu près ça? Ça fait un peu plus parce que on a fait le pilote. Molly Star Racer est sorti en 2001, donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et en fait, j'ai commencé à bosser sur le projet en 96, quoi. Donc, Waouh, Ça remonte 96! en fait, ouais, beaucoup ça fait plus un que petit ce qu'on peu. croyait. Mais oui, c'est ça en fait, c'est qu'on est sur un projet qui en fait est né il y a longtemps. Et alors du coup, il y a eu quand même une période entre le moment où tu as commencé à travailler sur la création de ce projet-là et le Mhm. moment où il a pu aboutir il y a quelques années qui se sont écoulées, n'est-ce pas? Ouais, il y a 10 ans, ouais, 10 ans. Il y a une dizaine d'années. Ben, on va parler un petit peu de justement tout ce qui s'est passé durant cette dizaine d'années. Juste pour moi, le temps de retrouver comment montrer les jolies images du coup que tu m'as permis d'utiliser pour cet entretien. Oui, parce que du coup, je me disais, c'est marrant, où sont les images? Mais c'était effectivement pas là. Voilà, on va pouvoir passer aux images. Tac, tac. Ah ben ça voilà, vu qu'on parle de comment est né le projet, je pense qu'on peut remonter à ce moment-là où du coup tu as rencontré des gens qui avaient, voilà, vous alliez tous un peu dans la même direction, vous aviez des Mhm. passions fortes et en travaillant main dans la main, vous êtes arrivés très loin. Ici c'est une photo où tu es aux côtés de Thomas Romain, qu'on connaît Mhm. tous évidemment pour son travail qu'il fait déjà actuellement au Japon. Il a d'ailleurs Plein de sorti trucs. aussi, oui, il y a tellement de trucs, mais il y a entre autres les livres qui sont édités chez nous en France, chez Traits de Kurokawa, famille. Traits de famille, tout Mhm. à fait, qui sont vraiment super bien. Donc Thomas Son, Romain, son taf chez Studio No Border récemment. voilà. Non mais il y a tellement Trop de à trucs. dire, exactement. Et donc ça fait partie de ces fameuses rencontres que tu as pu avoir et qui ont fait évoluer le projet Auban Star Racers. Oui, c'était un rencontre important pour tous les deux, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à bosser sur le projet déjà un petit peu avant que Thomas vienne dessus. Donc, je bossais à Gaumont Multimédia, qui est une société qui a changé de nom maintenant. Et après avoir fait la FEMIS, une école de cinéma, en fait, un peu par hasard, je me Ah suis oui. retrouvé à bosser dans cette boîte, écrire des scénarios d'animation qui, en fait, me plaisaient beaucoup parce que j'adore la SF, l'heroic fantasy et tout. Et donc, c'est des trucs qu'on peut pas faire trop facilement. Habituellement en France. Et puis j'adorais l'animation et je me suis rendu compte en fait que, voilà, que tout ce que j'avais aimé dans les séries japonaises que j'avais vu quand j'étais petit et tout prenait un sens quoi, en bossant dans ce milieu-là. Mais j'étais un petit peu fatigué assez rapidement de bosser sur des trucs dans un marché qui était très formaté. Et donc j'ai développé un projet un petit peu plus personnel qui restait commercial à l'extérieur, mais le potentiel de faire des choses un petit peu intéressantes à l'intérieur, c'est-à-dire des courses, mais dedans une histoire un peu personnelle de relations un peu compliquées avec Molly, avec son père, et tout ça, enfin, des choses un peu émotionnelles, un personnage qui va grandir au cours de l'aventure et qui va essayer de un peu refermer les blessures de son passé, quoi. Oui. Qui, je pense, est un message sympa, enfin, un sujet vachement intéressant et qui, je pense, aussi pour les jeunes spectateurs, puisque la série a été conçue pour un public large, mais elle a été diffusée dans les cadres des programmes jeunesse, donc il fallait quand même viser ce créneau-là en particulier, les 8-12 ans, On rappelle que qui maintenant ont grandi et sont les fans de Ban aujourd'hui, mais qui ont vu la série, qui l'ont découverte quand ils étaient plus petits, généralement. oui, sur France 3 et Jetix, si je me Oui, trompe Ouais, pas, tout à pour la fait. diffusion. Tout C'est à ça. fait. ouais. Et donc, moi, ça me paraît vachement important de parler, d'aborder des thèmes un peu forts comme ça, particulièrement pour le public jeunesse, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de leur laver la tête, faire de lavage de cerveau avec des idioties. Enfin, en fait, il y a la place pour tout. Hein. Je critique pas les autres séries qui existent forcément, mais des trucs rigolos, des machins et tout, très bien. Mais c'est bien aussi que l'animation nous apporte plus que ça, quoi, que ce qu'on regarde à la télé nous fasse un peu réfléchir, nous fasse ressentir surtout des choses et nous prépare à affronter après dans la vie réelle ce même genre de situation parfois triste de quelqu'un qui meurt, de conflits familiaux, etc. Et je vois ça bien dans le retour que j'ai des fans de la série. Beaucoup de gens qui ont aussi eu des problèmes avec leurs parents, qui avaient des problèmes un petit peu relationnels, qui manquaient un peu de confiance en eux, ou qui ont eu des moments un petit peu durs dans leur vie, en fait, se projetaient vachement dans le personnage, parce que voilà, ils trouvaient, ah, je suis pas le seul, en fait, il y a aussi Molly, quoi, qui connaît ces mêmes genres de problèmes-là. Donc ça me touche vachement rétroactivement, de voir au-delà de mes espérances, c'est-à-dire que les gens ont aimé la série, mais que dans un certain nombre de cas, il y a des gens qui ont vraiment été portés, en fait, soutenus par le personnage de Molly. Et donc ça, en tant que créateur, c'est super
émouvant de voir ça et ça me nourrit pour faire d'autres projets et notamment d'autres trucs autour de Ban, quoi. Donc j'ai perdu un peu le fil, c'est un peu un défaut que j'ai, parfois je pars et je m'éloigne du Mais il sujet. n'y a pas de problème, moi je suis là pour recadrer les gens, c'est mon travail, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, effectivement, on va reparler un petit peu de l'histoire, voilà, on va reparler, mais du coup, effectivement, Thomas Arnaud. la genèse, ouais. Et donc j'ai commencé à développer le projet avec des gars de Go Multimédia qui travaillent avec moi, donc en dehors de la boîte, hein, on faisait ça entre nous. Et puis j'ai rencontré, je voulais un peu mélanger différentes personnes pour avoir, parce qu'il y a beaucoup de personnages extraterrestres différents, et donc je voulais avoir des styles un peu graphiques un peu différents pour nourrir un peu ces différences visuellement. Et Thomas faisait partie, donc Thomas et Loïc sont deux amis qui ont été introduits enfin une amie commune nous a introduits. Et Thomas était encore très jeune, il avait 19 ans, il faisait pas encore du dessin, il n'avait pas encore fait des gobelins, tout ça. Et il a commencé à travailler avec nous et très vite, sa force de travail, sa motivation était assez impressionnante. Et même si son niveau n'était pas du tout celui qu'il a aujourd'hui, voilà, c'était quelqu'un qui petit à petit s'est imposé comme quelqu'un d'incontournable à l'intérieur de notre petite équipe. Et donc j'ai continué à bosser avec lui. Et voilà, on a fait. D'abord, il y a une première phase où on a fait une version qui s'appelait Urban Racers, qui était plus. Qui était un peu l'esquisse générale de ce qu'on a fait après. Après, il y a eu le pilote Molly Star Racer en 2001, qui était où on a repris en fait, voilà, on a repris les recherches qu'on avait fait en 96-97, qu'on avait un peu mis de côté parce qu'on se sentait pas en fait entièrement prêt au niveau technique, au niveau de voilà de notre maîtrise du médium animation. En plus, moi, entre-temps, j'avais créé ma boîte et donc on a un petit peu tous progressé. Et en 2001, on a fait le pilote Molly Star Racer, donc qui a eu un gros succès sur Internet. À l'époque, c'était avant YouTube, quelques années avant YouTube, mais on avait plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui aujourd'hui ne semble pas beaucoup, mais qui à l'époque était vraiment un truc monstrueux. Quand même. Voilà, et voilà. Et donc ça nous a permis de rencontrer, d'intéresser des chaînes de télévision, des grosses chaînes. Ça nous a permis d'attirer aussi les Japonais, parce qu'il y a Minoru Takanashi qui est le producteur d'Escaflowne notamment et du long métrage de Cowboy Bebop qui a vu en fait une émission de télé japonaise qui nous avait interviewé en fait cause de notre pilote. Et il a laissé un message sur, ça s'appelait Pocket Movies à l'époque, c'était l'ancêtre de YouTube. Il y avait un mur où on pouvait laisser des messages en fait en dessous de chaque vidéo. Et de temps en temps, j'allais voir à tout, j'étais curieux de voir les réactions des gens. Et puis je tombe sur ce message, moi Takanashi, aimer série, faire série avec toi, je sais pas, un truc en anglais, pas possible, hyper mauvais anglais et tout. Je me dis putain, c'est pas drôle et tout. Mais je regarde comme le nom, quoi. Je tape sur internet et je vois notre producteur d'Escaflowne. Escaflowne, c'est une de mes séries préférées. Ah bah ouais, et je comprends. Long métrage de Cowboy Bebop, bon, aussi, c'est quand même assez bon aussi. Et je me dis, bon, et vraiment, il y a un mauvais plaisant, c'est vraiment pas drôle et tout de faire des blagues comme ça. Mais quand même, je demande au mec de Pocket Chami, Pocket Movies, de me dire, de me filer l'email du gars, quoi. Et donc, il me file et j'envoie un mail, et puis pas de réponse, quoi. 1 mois, 2 mois, puis 3 mois après, quoi, tout d'un coup, je reçois un mail. I'm not going to MIPCOM, but contact un tel. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Bandai Visual, donc qui est la société de Bandai qui fait de la production d'animation. Et voilà, de fil en aiguille, on a bossé ensemble ils ont participé financièrement à la série. Et c'était très important d'avoir Minoru Takanashi qui nous a introduit en fait au milieu d'animation japonaise. Moi, j'avais déjà rencontré des studios japonais avec qui on a failli signer, mais qui étaient dans une approche assez commerciale en fait. Et lui m'a introduit à Half Filmmaker, qui était un plus petit studio, mais qui était la bonne taille pour nous, en fait, pour qu'on soit vraiment dans un rapport de force solide et qui avait vraiment envie de tenter l'aventure avec nous. Donc voilà, c'était la genèse. Et donc Thomas s'est greffé, a monté en puissance avec moi dans les quelques années que la boîte s'est créée, le temps qu'on a développé le projet. On a eu beaucoup de mal à trouver l'argent aussi. Et donc tout ça, en fait, ça nous a servi d'un certain côté. Ça a été dur de tenir plusieurs années. Mais en même temps, on a monté en puissance au fur et à mesure. Et on est arrivé au moment de produire la série et de convaincre nos partenaires à un moment où on était vraiment prêt au niveau du développement, au niveau de notre maîtrise artistique, scénaristique et tout. Et donc, ça s'est bien combiné, quoi. Et c'est comment, du coup, de travailler avec une équipe japonaise? Car en plus, il y a eu des grands noms aussi, finalement, parce que Yoko Kanno, elle faisait beaucoup parler d'elle déjà avant, et encore aujourd'hui, voilà, c'est une légende. C'est incroyable de se dire qu'on a pu travailler avec cette grande artiste pour les musiques. Oui, donc ça, c'était un gros travail de foncier pour avoir Yoko Kanno. C'était mon rêve de l'avoir. J'adore ce qu'elle fait. Escaflowne, bien sûr, puis Cowboy Bebop aussi, qui est complètement incroyable. Et donc, je trouve qu'on travaillait avec le producteur. On a réussi à travailler avec le producteur de Yoko Kanno,
sur la musique. Mais il nous a dit d'entrée, non, Yoko Kanno, pas possible et tout, trop compliqué, c'est très dur de bosser avec elle, je suis vieux, je suis trop fatigué, je peux plus, c'est trop éprouvant pour moi, je peux pas. Donc il nous jouait un peu la comédie du gros ours un peu mal léché. Et puis il nous a quand même présenté plusieurs grands compositeurs très connus. Et puis Takuya Iwasaki, qui était déjà connu à l'époque, mais qui était plus jeune par rapport aux autres qu'il nous a présentés, qui étaient des maîtres vénérables. Mais ce qu'on a adoré avec Takuya Iwasaki, c'est que c'est un mec qui est super, qui peut vraiment traiter tous les styles de musique, quoi. Il peut faire des trucs électroniques. Il adore la musique électronique d'ailleurs, mais en même temps, il peut travailler avec des orchestres, avec des instruments. Il aime bien aussi les instruments, où il a demandé des instruments un petit peu particuliers. Donc, Aika, par exemple, le thème d'Aika, c'est une espèce de mandoline un peu, je ne sais pas si c'est un truc grec ou tunisien, je ne sais pas trop quoi, une espèce de guitare bizarre et tout. Et donc, il y a des instruments aussi classiques, mais ethniques, je veux dire, qui sont introduits dans le système. Donc, c'est un mix. Et c'est parfait pour nous qui avons ce mélange de personnages, d'ambiance dans la science-fiction et tout. Donc, c'était super. Donc, on avait Taku Iwasaki, pardon. C'était vraiment super. Mais pour les génériques, j'avais toujours espoir qu'on arrive à attraper Yoko Kanno, puisque Taku Iwasaki, généralement, fait pas forcément les musiques de générique. C'est pas forcément les mêmes gens qui font ce qu'on appelle les BGM, donc les musiques d'ambiance des épisodes et les génériques. Et donc, je suis revenu à la charge plusieurs fois. Et puis, vers la fin de la série, la production, on était vers la fin, on était en train de faire le générique en images et tout. Je lui ai demandé, j'ai dit, vraiment, il faut que ce soit possible et tout. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Mais par contre, j'ai ces 3 morceaux de musique. C'est une jeune artiste qui nous a donné. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est intéressant et tout. Donc, on écoute. Et c'était super, quoi. Et le premier morceau, je dis, ah oui, c'est super, c'est le générique de début. Et le troisième, qui était mon préféré, je dis, ça, c'est le générique de fin, c'est génial. Et vraiment, c'est une chanson qui continue à m'émouvoir à chaque fois que je l'entends, qui est Warateta, là, donc la chanson de générique de fin. Et il fait, oh non. Et donc, en fait, c'était Yoko Kanno qui avait composé ces 3 morceaux pour nous, en ayant déjà vu des morceaux de la série. Et il espérait juste que. Enfin, il voulait nous tester, en fait, voir si. Il voulait Yoko Kanno pour le nom Yoko Kanno, ou si vraiment c'était la musique qu'on aimait bien, quoi. Et donc, heureusement, c'était super. Et donc, on a bien choisi. Et donc, ça s'est fait. Et j'ai bossé avec elle après. J'ai bossé avec elle. J'ai assisté aux enregistrements. On a pas mal discuté et tout. Et c'est une nana qui est super dynamique, créative. C'était vraiment c'est un grand souvenir de la production. En tout cas, on se rend bien compte effectivement que c'était une aventure humaine aussi, au-delà de tout ce que ça impliquait déjà au départ en termes de création. Clairement, le fait de rencontrer des gens et de travailler tous ensemble main dans la main, c'est aussi une expérience qui, je pense, doit rester assez inoubliable. En tout cas, surtout voilà, avec les différences qu'on connaît, on ne travaille pas de la même manière en France, on ne travaille pas du tout de la même manière au Japon. Et en plus, si je ne me trompe pas, à cette époque-là, c'était une époque où même en France, finalement, il n'y avait pas trop de création, même autour de l'animation de ce genre-là. Il n'y avait pas vraiment de studio d'animation très, très connu en France, où il n'y en avait peut-être pas encore tout à fait. Il y en avait, mais donc qui vendaient assez bien leur soupe d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu de la fabrique de soupe, quoi. C'est-à-dire que, enfin là, je suis un peu méchant, mais je ne devrais pas dire ça, mais donc, on était dans un système de marché qui était très contrôlé, donc pour faire de l'animation, il faut beaucoup d'argent, donc on a besoin de beaucoup de partenaires généralement, et donc on a les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, les machins, les trucs. C'est surtout les Allemands, les Anglais et les Américains, ou quelques gros partenaires comme ça qui viennent se mettre, mais pour que tout le monde soit content, tout le monde se mette d'accord sur un projet, c'est assez compliqué, parce qu'il y en a qui veulent un truc pour les 8-12, il y en a qui veulent pour les 6-7, il y en a qui veulent pour ça, et donc finalement on arrive à une espèce de... On réduit au dénominateur commun, et le plus petit, et c'est assez frustrant en tant que créateur dans des situations comme ça. Donc, les choses ont un petit peu évolué. En apparence, je trouve pas entièrement non plus tant que ça, parce que maintenant, je trouve qu'il y a des nouveaux stéréotypes, il y a des choses visuellement qui sont plus intéressantes, il y a des choses qui, narrativement, sont plus intéressantes. Il y a le fait que les streamers aussi ont cassé des barrières un petit peu dans ce qui était possible de faire. Et en même temps, on n'est pas non plus, je trouve, à 100% dans un monde merveilleux. On ne sera jamais dans un monde merveilleux d'ailleurs non plus, mais il y a aussi des nouveaux stéréotypes, je trouve, qui se mettent en place sur ce que le politiquement correct qui apporte des choses très intéressantes, mais qui parfois devient aussi un nouveau stéréotype, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que créateur, c'est d'être juste, quoi, et de toucher le spectateur. Et donc après, le reste, il y a beaucoup d'emballage et beaucoup de choses qui sont... On n'a pas besoin, quoi. Il faut aller à l'essentiel, quoi.
Voilà. Tu veux dire qu'il y a des créations aujourd'hui, sont, on va dire, entre guillemets, un peu sans saveur finalement, par rapport aux libertés qu'il y avait peut-être un peu plus grandes avant? Non, il n'y avait pas de avant, il n'y avait pas du tout de Il n'y avait pas de liberté. liberté Oui, du ce que tout, j'allais dire, il n'y a c'est pas de bien. liberté avant. Pour avoir un petit truc, pour avoir un petit truc pour les se battre. Maintenant, il y a plus de liberté, notamment graphiquement, il y a des choses qui ont vachement évolué, il y a des choses qui sont assez belles. Il y a des budgets qui ont augmenté, il y a des manières de produire qui ont un petit peu changé. Mais parfois, je trouve que, par exemple, les nanas, maintenant il y a un nouveau truc sur les nanas, donc moi j'adore travailler avec les personnages féminins et je continuerai à le faire, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Enfin, la femme en général m'a toujours passionné, mais de la comprendre, je la comprends toujours pas bien, donc j'essaie de la comprendre à travers les personnages que je crée, mais je suis toujours surpris par ma méconnaissance de la femme, de ma femme et des femmes en général. Mais je suis toujours surpris en bien par voilà, la sensibilité, l'énergie, enfin plein de choses. Donc, il y a des nouveaux personnages féminins qui deviennent un peu une norme maintenant, qui sont des personnages assez empowered, quoi, donc dynamiques. Et en tant que créateur, c'est quelque chose que j'entends tout le temps maintenant. Si on me dit il faut plus de femmes dans les épisodes, il faut des femmes qui sont actives, etc. Tout. Maintenant, on entend tout le temps. Avant, il fallait pas de femmes. Ça me fait rire parce que oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Robin, ça avait galéré parce que c'était une fille qui était le personnage principal. Voilà, tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, quand on a fait Aubane, ça nous a pris 2 ans de plus parce que c'était une fille pour financer la série, parce que c'était une fille le personnage principal. Et parce que j'ai refusé de le changer. Donc avoir une fille, c'était la fin du monde, quoi. Mais maintenant, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'as pas envie d'avoir une fille dans une série, parce qu'il n'y a pas de logique qu'il y en ait une, il faut quand même qu'il y en ait une, quoi. Et en plus, il faut que ce soit une fille dynamique, machin, qui va de l'avant, etc. Ce qui est très bien dans l'absolu. Mais à nouveau, ça dépend des projets, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, quand tu te trouves avec un nouveau espèce de choc de plomb d'investisseurs qui se dit non, il faut que la fille elle soit comme ça et comme ci, comme ça devient une nouvelle norme qui est certainement plus cool et plus positive pour les femmes que ce qu'il y avait avant, mais qui redevient des nouvelles normes qui se posent, quoi. Et voilà, mais en même temps, dans un marché où ça coûte cher et donc les investisseurs doivent avoir un certain droit à la parole sur ce qu'on fait avec leur argent, c'est normal qu'il y ait des pressions, des choses comme ça qui se passent, mais ça m'amuse un peu de voir. C'est une chose qu'il y a beaucoup de filles, par exemple, des personnages filles super-héros, quoi, par exemple. Ça, c'est un truc très à la mode. Mais la fille super-héros, pour moi, ça résout pas mal de problèmes. En fait, c'est un peu facile quand on est un super-héros. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, mais on est un super-héros, on a déjà des super-pouvoirs. Et je trouve que ça limite un peu le champ qu'on peut explorer. Et il y a plein de choses qu'on n'explore pas du tout, toujours. On est toujours sur quelques petits créneaux, en fait, quoi. Et il y a tellement de choses merveilleuses à faire qui ne sont pas faites. Voilà, bon, je ne vais pas avoir l'air d'un vieux schnock et tout qui parle des femmes, etc., n'importe comment, mais je pensais à ça, Koji, oui. C'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire. Enfin, l'écriture et l'animation et la production audiovisuelle en général, on a un outil merveilleux qui permet de faire des centaines de choses. Et malheureusement, on n'a pas toujours l'opportunité d'explorer autant de choses que ce qu'on voudrait, quoi. Ouais, finalement, on se retrouve quand même un peu clivé par ce qu'on nous impose maintenant à cette époque-là, alors du coup, il y a quand même plus de liberté aujourd'hui, mais il y a de nouveaux murs un peu invisibles, mais qui sont quand même bien présents, finalement. Tout à fait. Très bien, je visualise beaucoup mieux un petit peu le chemin de bataille que ça peut être en tout cas aujourd'hui. On va du coup maintenant revenir un petit peu sur finalement Aubane Star Racer, l'histoire, le propos de toute cette aventure, puisqu'on va suivre une jeune fille qui, bon, elle s'appelle pas tout à fait vraiment Molly, mais bon, moi je la connaissais comme Molly à cause du trailer que j'ai connu effectivement en 2021, mais elle s'appelle Eva. Et notre chère Eva, on va la regarder, voilà, on va la regarder, elle est très jolie. Elle va vivre des aventures incroyables. Alors déjà, elle a pas forcément une enfance super fun, puisque du coup, elle a pas vraiment connu son papa, elle en a des vagues souvenirs, mais elle est dans un internat pendant des années, et à son 15e anniversaire, en gros, elle dit « Stop, j'ai envie d'aller voir mon papa !» Du coup, elle va s'enfuir de l'internat, parce qu'en plus, c'est une espèce de petit génie du bricolage, spécifiquement sur les véhicules, elle maîtrise hyper bien, et elle va du coup s'enfuir, retrouver son papa, qui la reconnaît pas du tout. Et premier choc pour moi, enfin c'est vrai que ça c'était un des trucs, je me dis, oh, t'imagines, tu vas voir ton père, mais il te reconnaît pas, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà, ça se fait quand même, ça se met en place et
elle va finalement réussir à s'intégrer dans le groupe qui part faire une course dans l'espace. Pour résumer très grossièrement, évidemment, puisqu'il y a des détails supplémentaires. Mais là, c'est en gros le début de l'histoire qui se positionne comme ça. Elle part du coup avec son père. Elle part avec Rick, qui est genre l'un des meilleurs pilotes de la planète. Elle part avec Jordan. Non. Si, c'est Jordan. Jordan. J'ai un doute de me tromper sur son prénom. Qui est le meilleur tireur de la planète. On n'a pris que les meilleurs. Hein. Et 2 mécaniciens qui sont pareils, les meilleurs mécaniciens de la planète. Voilà, une super équipe qui va du coup arriver sur une autre planète, très loin, où ils vont devoir faire des courses puisque du coup on est sur une compétition très importante pour pouvoir sauver la Terre. Il faut souvent sauver la Terre. C'est mieux, hein, on est dessus quand même. Hein. T'as vu? Ouais, il vaut mieux, c'est quand même plus sympa. Tireur, casseur de murs, effectivement. Koji sur le chat qui donne des précisions. On peut au moins préciser ça par rapport à Jordan. Il tire, il casse les murs. Non, mais c'est vrai. Après, c'est des détails, hein, j'avoue. Jordan n'est pas vraiment le meilleur tireur de la galaxie. C'est peut-être le plus bourrin, en tout cas. Enfin, c'est celui qui était disponible sur le moment du départ. Quoi. C'est vrai que il est particulier dans son art, dans sa maîtrise de la machine. Ouais, c'est particulier. Mais bon, hein, on va dire qu'il s'en sort bien. Et finalement, donc, dans cette histoire où j'ai vraiment résumé le tout début, on va vivre des tonnes de choses. Il y a un fil rouge qui se dessine au fur et à mesure des épisodes, des révélations sur le passé de certains protagonistes, avec finalement... des très grosses révélations, même j'ai envie de dire, à certains épisodes clés et vraiment des chamboulements. Voilà. Finalement, c'est une histoire qui démarre avec peut-être pas forcément un propos un peu classique, mais avec pas une histoire trop prise de tête au début. Et finalement, on se rend compte que en creusant, en fait, on va très loin. Et je pense que c'est une des choses qui font que c'est un titre qui a autant plu. C'est que les protagonistes sont tous finalement assez profonds dans leur histoire, dans leur conception. Ils sont assez réalistes sur leurs émotions, en tout cas aussi. Et je pense que ça c'est un des points qui a dû beaucoup jouer. Toi, Prof Isekai, t'as connu Aubin Star Racer, tu avais quel âge? Alors là, c'est une bonne question. Je devais être... je sais pas, au collège, j'imagine. Voilà, tu fais partie de la jeunesse qui a découvert Aubin Star Racer jeune. Moi j'étais déjà adulte, hein, j'ai vu la diffusion France 3, moi, effectivement. Oh là là, tu as bénéficié de ça. Parce que du coup, sur France 3, il y avait le générique en français, qui était l'adaptation du générique japonais, on est d'accord, Savant, c'est ça? C'était la même musique, et c'est une chanteuse qui s'appelle Christelle Labonne, que j'ai cherché à retrouver d'ailleurs pour l'inviter à la fête qu'on a fait pour les 15 ans d'Aubin à l'Escurial en décembre. Et son numéro de téléphone ne marche plus, son email, j'ai pas eu de réponse. Et donc, si Christelle, tu m'entends, reprends contact avec moi. Voilà, ça serait sympa de se recroiser. Donc, elle avait la voix française. Donc, moi, j'avais écrit les paroles d'ailleurs de l'adaptation française avec un ami, et Pierre Collin, Tibère pour ne pas le citer, qui est auteur de romans noirs, de séries noires, et on a enregistré la musique, et c'était très sympa, quoi. La version française est donc voilà. même musique, mais donc c'était Akino au Japon et Christelle Labonne en France. Mais elle maîtrise hyper bien, hein. La qualité de ce générique. Il y avait un générique aussi qui mélangeait le français et le japonais. Ah bon? Ouais, alors, on fait ça sur internet, il a eu beaucoup de succès. Je crois que c'est Katsuka qui a dû le mettre en ligne. Oui, il me semble que c'était ça. Hein. Ouais, c'est sur une version plus longue du générique, en fait, où il a mis la version 45 secondes française plus l'autre version de 45 secondes de la fin du générique long japonais. Ouais, c'est ça. Alors du coup, moi je suis curieuse de savoir par rapport à Prof Isekai concernant Aubin Star Racer, parce que du coup, on en parlait tout à l'heure, évidemment qu'il y avait Thomas Romain qui était donc aussi là, évidemment pour le chara-design des protagonistes, qui est assez vraiment dingue pour l'époque. En tout cas, on est sur un style assez novateur par rapport à ce qui se faisait en tout cas avec le Japon, mais on sent quand même évidemment l'inspiration. Ah oui, d'ailleurs, ce petit truc très sympa. C'est un hybride qui marche bien, je trouve, pour le coup. Ouais, non mais totalement, et il marche genre vraiment hyper bien, même encore aujourd'hui en fait, quand tu le regardes, tu te dis pas c'est daté, tu te dis pas que c'est daté. Non, c'est vrai que c'est assez intemporel en vérité. Totalement. Mais du coup, moi je voulais savoir, vu qu'on est, j'y suis arrivée dessus, Stanislas Brunet qui nous a fait la conception des mechas dans cette œuvre, est-ce que tu penses que peut-être ça a pu jouer sur
ta passion du mecha aujourd'hui. Ah, les robots. Troisième prof Isekai est un Écoute, grand fan de robots. j'étais fan de courses avant ça, j'étais les courses dans l'espace. Hein. Je veux dire, moi j'ai grandi avec les fous du volant et c'est vrai que Oban Star Racer, c'était un peu les fous du volant dans l'espace avec des gens qui se tirent dessus dans mais des courses. c'est vrai. En fait. J'avais pas Donc, fait le rapport. Non, mais c'est vrai, il y a un rapport intéressant. J'ai connu aussi les fous du volant étant plus jeune bien pour sûr. le coup. Pour moi, c'était une référence, mais quand je crée la série, mais bon, bien sûr, c'est comme si tu prends les fous du volant, mais tu les mets dans l'espace et tu fais un truc sérieux et émotionnel avec eux, quoi. Puis après, j'ai découvert Redline bien après Oban et j'étais là, mais c'est trop bien ça aussi. Et quand même la série dont on parlait récemment, la Droners chez Ah oui, chez Kana, Kana, c'est ouais. clairement, tu sens une inspiration Oban dessus aussi. Ah ouais. Avec personnage féminin mécanicienne qui fait de la course avec des drones. Enfin voilà, c'est. Mais c'est vrai. Avec un enjeu environnemental au tout derrière. Enfin voilà. Est-ce que ça, c'est un des trucs qui pourrait être imposé aujourd'hui? Il faudrait défendre un peu l'environnement dans l'œuvre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est des choses qu'on peut nous imposer? C'est-à-dire que de toute façon, dans Runner, c'est un monde post-apo, alors que dans Oban, on est sur le point de se faire démolir la gueule par des extraterrestres. Bientôt, la Terre n'existera plus. Il faut gagner la course, les gars, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Si on gagne, on est vivant. Si tu gagnes pas, ils détruisent la Terre et il faut une autoroute à la place. Non, c'est pareil. Et du coup, ça va, toi, dans ta conception de l'œuvre, tu voulais que ce soit des machines volantes qui fassent la course? Disons que pour moi, c'était déjà c'est fun au niveau. Bon, j'aime bien. C'est ludique. Voilà, je suis assez jeux vidéo aussi, donc j'aime bien le genre d'ambiance de course et tout. C'était un truc qui allait permettre de faire des scènes sympas, dynamiques, visuellement. En plus, c'est pas juste de la course, ils peuvent se taper dessus et tout. Ils ont différentes armes, et donc à chaque fois, tu as tous les différents protagonistes qu'on va rencontrer au fur et à mesure des épisodes. Viennent d'une race particulière, d'une période particulière, ils ont une histoire particulière, une raison particulière de participer à la course, ils ont des technologies ou des pouvoirs particuliers qu'ils vont utiliser qu'on va découvrir. Donc tout ça, c'est intéressant de donner toutes ces caractéristiques, de jouer avec. Il y a toutes les séries style Naruto, tu as des séries de combat où tu découvres les pouvoirs, comme Dragon's Claw. Chaque épisode, c'était la curiosité. C'est les grands classiques ou Dragon Ball, quoi. Tu découvres au fur et à mesure les adversaires, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont comme technique. Et donc là, c'est différent, mais il y a un petit peu de ça aussi. C'est que chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, tu découvres des choses supplémentaires, nouvelles, et comment est-ce que Molly va devoir gérer ça avec son équipe et s'en sortir, quoi. Donc ça, c'était intéressant, mais ça me permet aussi d'avoir donc ce que je disais tout à l'heure au début, un package, quoi, qui était vendeur, quoi, pour les investisseurs, surtout sur ce créneau jeunesse un peu compliqué. Il va y avoir de la course, il va y avoir des vaisseaux, ce ne sera pas violent, ils vont pas trop se tirer dessus, mais bon, ils se tirent quand même pas mal dessus, mais personne ne va mourir normalement, rarement. Rarement. Ils n'ont pas l'intention de tuer, ils tirent sans avoir l'intention de tuer. Ça, c'était la grosse bidouille que j'avais trouvée pour vendre le fait qu'ils puissent se tirer dessus avec des mitraillettes et tout, c'est que on dit bien dans la course, et c'est pour ça qu'il le dit, hein, parce que c'était vraiment un truc pour que les chaînes imposées par les chaînes. Pour qu'ils foutent la paix, ouais. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez pour gagner la course, mais vous n'avez pas le droit de vous tuer, quoi. D'attenter la vie de votre adversaire. Si tu peux l'adversaire, c'est comme Budokai Tenkaichi, en fait. Tu peux casser la gueule des gens, mais si tu le tues, t'es disqualifié, en fait. Voilà, c'est ça. Sauf qu'ils n'arrêtent pas de faire ça pendant toute la série, d'essayer de se détruire les uns les autres. Et donc, je repère le fil. Donc, oui, il y avait ce package-là. Et puis derrière, donc, ça permettait de faire une grande histoire à suite, avec plein de nouveaux personnages qui arrivent, mais qu'on va voir par moments, qu'on va revoir à différents moments de l'histoire. On va apprendre des choses supplémentaires sur eux. Et les relations entre les personnages vont évoluer, surtout le trio principal, donc Jordan, Molly, Aika, qui vont parfois être en opposition, parfois s'entraider. Et donc, ça permet, avec à la fois le côté un peu fun et dynamique des courses, d'en revenir régulièrement sur des choses un peu plus émotionnelles, humaines, comment est-ce que Molly gère les choses, comment est-ce que son passé va ressurgir petit à petit. Et voilà, ça faisait un mix qui était assez intéressant. Parce que soit tu es content dans le pathos, ça peut être aussi un peu lourd. Et donc, il y avait un mix qui est à la fois fun et à la fois profond par moment et parfois un peu émotionnel aussi. Effectivement. Alors du coup, on a ici alors, je repasse un peu sur Molly, mais du coup, on a les autres protagonistes. On en parlait du coup à l'instant, effectivement. Il y a donc Jordan, il y a le prince. Alors, Prince Aika. Ouais, je les ai mis tous les deux sur la même image là, je les ai regroupés, mais c'est vrai que finalement, quelque part, tous les deux, ces deux garçons vont avec Molly développer une relation qui va, on va dire, évoluer
entre le moment où ils se rencontrent et bien des épisodes plus tard. C'est pas vraiment un triangle amoureux, évidemment, mais pas trop loin finalement non plus. Il y a de la jalousie quand même. Il se passe des trucs. J'essaye de tellement pas spoiler, hein, c'est compliqué. C'est ouf. Même si bon, comment tu slalomes? Non, tous les gens qui sont là ont déjà vu 10 fois la série. Non, mais il y a sûrement peut-être des gens qui sont là juste pour découvrir aussi. C'est pour ça que je ne balance pas tous les bails. Mais est-ce que c'était une volonté par rapport à la création que tu voulais faire, ou c'était dans le cahier des charges pour que ce soit diffusable? Non, là, c'est... Ouais, j'ai pas tellement de cahier des charges. Le cahier des charges, c'était il faut pas qu'il y ait de tatouages, il faut pas qu'il y ait de piercing, il faut pas qu'il y ait de gens qui meurent, il faut pas qu'il y ait de filles en latex, etc., etc. Sauf que tout ça, on l'a fait, quoi. Donc, c'est quand même passé. Mais, ah oui, le duo de vampires, là. Oh là là. J'avais oublié ces personnages. Ouais, donc là, je t'ai pas donné d'image, là, mais... Ouais. Ça, c'était comme un truc qui était... Donc, c'est Loïc Penon qui a travaillé avec nous sur le développement, qui est un super pote et qui est très design, assez radical. Et bon, à cette époque-là, on allait souvent un peu dans des soirées un peu rock'n'roll, etc. Et tout, donc, on aimait bien les choses un petit peu... on va dire... Il y a certaines... Lui, il fait du design aussi de vêtements et tout, donc... t'as plusieurs designers de vêtements à cette époque-là qui faisaient des trucs un peu fétichistes et tout, avec des trucs gonflables en latex et tout, qui étaient super cool. Et donc, en fait, vraiment, il est parti dans ce design-là pour deux des personnages qui sont donc Ning et Skun. Ah, Ning, tu me l'as donné. Attends, Ning, je l'ai un peu plus loin. Ah ouais, si, je t'ai donné une vidéo. Ouais, donc, Ning, voilà, ça c'est... oui, c'est Ning, ça. Et donc, c'est deux sœurs, mais pour moi, c'est un petit peu codé, quoi, parce que ce sont deux sœurs très proches qui ont peut-être... Ouais, elles sont très amies, c'est comme les cousines dans Sailor Moon. Elles n'arrêtent pas de te dire si, etc. Et parfois, elles se prennent un peu dans la bras et tout. Donc, ouais. Il y a plein de petites choses comme ça que je mets et que je me suis amusé à développer, à mettre dans la série, de traiter un peu... Il y a personne qui a cramé le truc, c'est sûr. mais les chaînes n'ont pas trop tilté en fait, là-dessus, ce qui m'a surpris, en fait, d'ailleurs. Et surtout, ces deux personnages-là, quand on les a présentés, je me suis dit... quand même, ça, on va se rétamer et tout, ça va être chaud. Et d'ailleurs, quand j'arrive au rendez-vous d'une des chaînes de télévision... Ouais. Un des gars qui bosse là me dit ah ouais mais alors ça c'est pas possible et tout quoi. Et arrive la chef du service et tout, ah c'est super ces designs et tout. Hop, passé à la poste. Donc c'est passé quoi. Mais en fait comme dans un univers très SF, pas du tout terrien entre guillemets, disons que chez des gens un petit peu plus classiques, responsables de chaîne, etc. En fait ça met la distance en fait par rapport au personnage et donc ça les a pas si dérangés que ça quoi. Mais parce que c'est dans un mix de plein de personnages assez délirants quoi. Mais en même temps moi qui crée la série, je vois bien la référence que je mets qu'on met dans les designs et dans le truc et donc c'était assez rigolo d'avoir des petites choses un petit peu tendancieuses on va dire, enfin tendancieuses, pas tellement tendancieuses mais d'aborder un peu différents styles de personnages, le genre, les choses comme ça, qui maintenant sont devenus des choses dont on parle dans les trucs aussi. C'était assez novateur à l'époque. Hein. Mais c'était totalement impossible de le faire à l'époque où on l'a fait. Donc on a quand même ce couple-là de filles très proches, en plus dans un univers esthétique assez marqué. Quoi. Et donc je suis hyper content qu'on ait pu faire ces petits trucs-là et tout. Et ça rajoute un peu de finesse. Après, les enfants, ils ne comprennent pas forcément ces choses-là. Même ils ne les comprennent pas, je pense. Mais on pose, on donne à sentir quand même des choses... on n'est pas dans un monde normé où tout le monde est pareil et tout. Il y a d'autres manières de se comporter, d'autres types de relations. Et discrètement, on le glisse comme ça dans l'histoire. Et voilà, c'est des petites choses en plus qui je pense, sont bien abordées. Quoi. Et donc, j'avais pas dû le fil encore complètement parce qu'on parlait de quoi avant quoi. En fait, je parlais du triangle amoureux. Jordan Eka. Oui, non, ça c'est un truc depuis le départ aussi. Et je voulais, avec un personnage féminin quand même, au tout début de la série, en fait, le personnage principal, c'était Rick, qui était un Rick un peu plus rigolo que le Rick qu'on connaît dans la série. Et Molly, c'était le gunner, en fait. C'était une black hyper badass et tout. Et elle était la gunner du Wizing Arrow, donc de Kid Tarian. Et puis, c'était la première phase de développement, puis on n'était pas entièrement content de ce qu'on avait fait, enfin, on n'était pas encore entièrement satisfait. Et quand on a repris la série en 2001, on a beaucoup discuté de qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et il y a eu un éclair. Je crois me rappeler que c'est Loïc qui avait lancé cette suggestion. Pourquoi ça ne serait pas une fille? Et là, tout d'un coup, j'ai fait tac. Et là, tout s'est mis en place en fait. Le fait de mettre
que Molly devienne une fille. La relation avec le père, ça changeait tout, ça devenait vachement plus émotionnel, beaucoup plus complexe à gérer. Parce qu'un garçon et son père, ça s'engueule, ok, mais il n'y a pas la... C'est pas la même. Il y a une dimension qui peut être beaucoup plus tragique, beaucoup plus dure avec une fille. Je trouvais que c'était la côté sensibilité, parce qu'un garçon va cacher son sensibilité, mais une fille, elle a besoin aussi de cette sensibilité qui s'exprime. Les garçons aussi ont besoin de ça. On a tous besoin d'exprimer. Mais une fille, je trouvais que c'était vraiment plus. Ça ressortait plus, quoi. Et j'ai vécu ça aussi avec mon père, et puis la relation avec mon père et ma sœur, ou moi avec mon père aussi. Donc j'ai mis ces petites choses-là des relations que j'avais avec mon père et que je voyais aussi autour de moi. Et donc ça a nourri le personnage, et ça a tout donné une touche de douceur dans ce monde de brut, de combat de vaisseau, d'avoir cette petite gamine et tout, de 15 ans et tout, qui est là, qui en veut. Tout prenait du sens. Et donc, tout, par rapport à cette dimension un peu plus émotionnelle, tous les personnages se sont bien replacés, en fait, par rapport à cette nouvelle ligne de référence. Et ayant une fille, donc je retombe sur mes pieds par rapport à Aika et Jordan, après cette longue petite voie de détour. Avec une fille, il fallait aussi. C'était intéressant de traiter. On s'y attendait un petit peu à traiter un petit peu la relation avec les garçons, des garçons autour d'elle, jeunes, qu'est-ce qui se passe. Et Molly n'est pas la fifi princesse chichi qui se fait belle et qui recherche la relation avec les garçons ou qui veut s'imposer à eux. Mais il y a ce petit quelque chose qui va quand même parfois apparaître entre eux, et même si elle est encore mal assurée dans son corps en tant que femme. Ça va créer des petites situations intéressantes amicalement et un peu plus. Et donc, il y a un petit faible pour Aka quand même qui se manifeste. Il y a Jordan qui développe petit à petit un crush sur Molly, alors qu'au départ, il est plutôt en train de la chambrer. Fort. Voilà, c'est fort même. Lui, c'est vraiment le macho un peu bourrin et tout. Oui. Mais voilà, Jordan est typiquement un personnage qui a l'air d'être un mec assez limité au départ de la série, mais qui petit à petit, on va commencer à apprendre, à connaître, et qui va évoluer aussi par rapport à ce qu'il vit, et devenir un personnage qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant et très sympathique, je pense, pour le spectateur au final, alors que voilà, il commence pas comme ça, quoi. Donc c'est vachement sympa d'avoir des transformations de personnages au fur et à mesure d'un acte narratif. Et il y a la relation entre Molly et son père, bien sûr, qui est centrale, puisque c'est une série sur une fille qui veut regagner l'amour de son père, en fait, qui a été rejetée pour des raisons qui vont être expliquées dans la série, compliquées et complexes. Mais elle a du mal à le vivre, bien sûr. Puis en plus, ces raisons de souvenir ne justifient pas que son père l'a abandonné comme ça, ou très mal. Et comment est-ce qu'elle va gérer ça? Comment est-ce que ça va évoluer? Ça donne vraiment une dimension supplémentaire qui est, on n'est pas juste dans juste de l'entertainment, on rigole, et il y a quelque chose qu'on vit avec eux, quoi, avec nos personnages. Bah d'ailleurs, j'ai bien envie de... Ouais, prof, vas-y. Dans le chat, il y a des gens qui disent que Jordan a un développement incroyable. C'est vrai que c'est un des personnages les mieux écrits de la série, en vérité. Moi, j'ai envie de faire un sondage sur le chat. Est-ce que par hasard, j'ai un modo? Est-ce que j'ai un modo Badstref? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Badstref? Attends, en vrai, si Fenari Narsa il est là, il est modo aussi, en vrai. C'est juste Fenari est là. Badstref est là aussi. Badstref, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un sondage? On va mettre différents noms de personnages et vous allez voter sur le chat pour votre personnage préféré. On va mettre Molly, évidemment. On va mettre Jordan. On est d'accord que le père de Molly, en fait, c'est Jonah Jameson, mais en version animée? Alors, c'est quoi? Je suis pas sûr de connaître ta référence. C'est quoi cette référence? C'est le chef du Daily Bugle dans Spider-Man. Alors, pas du tout. En fait, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un petit transcendant. Mais en fait, comment est-ce qu'il a été créé? On faisait des recherches donc avec plusieurs dessinateurs. Et c'est mon ami Marc Védrine qui fait de la BD maintenant, très régulièrement, qui débutait dans la BD à cette époque-là, et qui m'a fait un dessin pour Donway qui était déjà censé être un sale type, pas sympa, maigre, un peu âgé, très désagréable, très sec, etc. Et il m'a fait un personnage un petit peu asiatique. Et je me suis dit, c'est Donway. C'est un peu asiatique et tout, et donc je suis parti sur ce personnage-là, et on a affiné le design, on l'a un peu transformé, mais voilà, il n'y avait aucune référence à Spider-Man, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, il y a un petit côté... Donc quand j'étais gamin, je me disais, mais attends, c'est le chef du Daily Bugle, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, Qu'est-ce qu'il fait là? On peut penser à ça.
Il s'est mis en chef d'écurie de course. Mais ouais, très très chouette. J'aime beaucoup la délégation terrienne en plus, même s'il y en a d'autres que j'aime bien. Après, c'était plus pour les vaisseaux que je regardais quand j'étais gamin, mais j'aime beaucoup l'écriture des personnages aussi, quand c'est complexité. Au début, tu regardes pour la course, et puis tu restes pour le reste en fait. Voilà, tu vois que surtout que ça a dû être très compliqué à diffuser parce que c'était en plus épisodique. On les connaît, les chaînes de télé. Hein. Les chaînes détestaient et maintenant, d'ailleurs, elles détestent toujours, mais maintenant, comme il y a les streamers, sur les streamers, ça pose aucun problème. Donc, les habitudes de consommation, quand même, sont différentes. Et voilà, c'était extrêmement rare d'imposer une série à suite à l'époque, quoi. Et c'était encore un grand combat que j'ai dû mener pour arriver à mes fins. Et au départ, je voulais qu'il y ait plus d'épisodes qui se passent sur Terre avant le départ sur Oban. Ouais. Et j'ai réussi quand même à imposer. Là, j'ai dû me battre très très fort pour avoir un épisode sur la Terre. C'était fondamental pour moi qu'il y ait un épisode sur la Terre parce qu'il fallait qu'on ait le monde normal et le monde merveilleux dans l'espace. Si on était directement dans l'espace, comme c'est un truc qui se passe en plus dans un futur proche, on n'a pas de moyen de comparaison. Et donc, on ne pouvait pas être impressionné et surpris avec les personnages qui découvraient tout cet univers. Donc, c'est super important d'avoir au moins un épisode sur Terre. Donc, on a réussi à l'avoir. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que ça donne un rythme rapide, on part vite et tout, mais c'était important d'être sur Terre, de voir Molly dans son pensionnat, de comprendre en quelques plans seulement, en quelques scènes, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant 10 ans, pourquoi est-ce qu'elle en a marre, pourquoi est-ce qu'elle en veut à son père à ce point. Et donc voilà, il fallait absolument cet épisode sur Terre. C'était clairement nécessaire. Juste pour prévenir du coup les gens qui nous écoutent, le sondage est en cours. Ah, t'as voté? Le sondage est en cours sur le chat. N'hésitez pas à aller voter. Il y a déjà effectivement une tendance qui se dessine hein, au vu des résultats. Ce n'est pas étonnant. Je comprends aussi. Ça se bat en vrai. Hein. Ah oui, non, mais là, ça se bataille. Là, ça se bataille. En même temps, il mérite. Il y a quand même pour les fans de la série qui regardent, ils savent déjà, mais sur les forums, en fait, déjà à l'époque de la sortie de la série, donc sur les forums, c'est pas forcément, on avait créé un forum, on avait le site Aubin Installation, on avait un forum où il y avait pas mal de gens qui venaient de tous les pays où la série était diffusée, et donc c'est pas forcément les spectateurs, enfin les fans d'aujourd'hui qui participaient à ce forum, parce qu'ils étaient trop petits, mais c'était donc des gens un peu plus âgés qui venaient. Et il y avait eu très tôt une bagarre entre la team Aika et la team Jordan. En fait, les gens qui préfèrent que Molly soit avec Jordan, et les gens qui préfèrent que Molly soit avec Aika. Et ça a donné, il y a des fan art, il y a des les pairings. Il y a des qu'on appelle ça, des histoires en fait de fans et tout. Des fanfics. Des fanfictions, voilà, les fanfictions, exactement. Excuse-moi, ça fait longtemps que je suis plus sur ces trucs-là. Donc les fanfics sur une relation amoureuse, des enfants qui naissent de la relation avec Aika, une relation qui se consolide avec Jordan. Et donc il y a toujours eu ces deux tendances. Et dans les on était sur les forums, ok. Je propose à Fenarinarsa qui voulait du coup lancer un sondage sur les couples fictifs ou canons hein, d'ailleurs. Votre vaisseau favori? Non, personne. Je n'attendais pas moins de toi, prof Isekai. En vrai, Aika, il a un vaisseau organique, c'est déjà génial comme concept. Hein. Je veux dire, c'est un scarabée. Moi, j'adorais les insectes en plus. Donc, moi, quand je l'avais vu, j'étais là en mode, c'est un gros insecte. Après, moi, j'aime bien le vaisseau en trident aussi. Il est très chouette. Le vaisseau pirate est très cool aussi. Mais du coup, Savant, tu peux nous parler donc des forums, donc dans les forums où ça faisait ce qu'on appelle aujourd'hui des ships. Donc c'est-à-dire ça créait des couples dans ton œuvre du coup. Et du coup, tu voyais tout ça de loin. En fan art, en fanfic, et ça continue aujourd'hui. Donc très tôt, les gens ont imaginé ce que vous pouvez donner une relation un peu plus poussée. En fait, si la relation était allée au bout avec Jordan ou avec Aika, et donc il y a plein de dessins avec Aika, les enfants aussi, il y a des fanfics sur les enfants de Molly avec Aika. Donc il y a plein de trucs qui sont posés. Donc il y a la team Aika et la team Jordan qui parfois s'opposaient à l'époque et continuent un petit peu à s'opposer aujourd'hui. Donc c'est alors que les gens ont vu la série, hein, mais c'est pas grave. Des groupes qui continuent à exister à travers les générations, de gens qui sont plutôt pour que Molly choisissent Aika et d'autres qui sont plutôt pour que Molly choisisse Jordan et conclue son histoire d'amour avec lui, interrompue. Oh là là. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire que s'il y a une suite, elle est devenue vraiment adulte. Et en fait, on Jordan Aika. S'il y a une suite, il faut qu'on aborde ces questions-là, effectivement. Mais ça ouvre des portes intéressantes.
Ouais, le chip gay, j'avoue, il est pas mal comme plan Fulto. Mais Jordan Fenari avec va Aika, poster ça colle. Ouais, non, mais c'est sûr que Fenari il va poster des trucs comme ça aussi, hein, parce que bon, voilà, les chips, voilà, les chips, le concept même des chips. Après, il y a un chip qui était quand même, pour moi, un peu sous-entendu, mais Ah, ça, je n'en ai jamais parlé aussi, mais là, ce soir, je me lâche complètement, mais Stan et Koji, Si, ah, mais oui. c'est pas dit, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est pas impossible non plus, quoi. Et les gens sont très heureux. Voilà. Il est dans la liste. Il est dans la liste. Alors voilà, il y a Après, le sondage en cours, quand les même, couples. quoi. Allez-y, n'hésitez pas à cliquer pour voter pour votre... Stan et Koji sont très proches l'un de l'autre dans la série. Oui. Ils partagent la même chambre aussi. Voilà. Ce sont Oh. des amis très proches. Et donc, on peut interpréter comme on veut. Mais effectivement, du coup, c'est Il y a vachement déjà pratique. 2 votes pour Stan et Koji. C'est bien pratique qu'ils soient dans la même chambre, ceci dit. Ça arrange bien leurs petites affaires. Mais voilà, c'est les révélations. Stan, il a quand même une grosse vibe gay quand même. Hein. Je dis ça. Donc encore des choses, tu vois, qui sont passées dans les radars pour des gens qui sont dans le truc et puis ceux mais là, Stan et Koji, c'était comme super léger. Là. Moi, ça m'amusait de laisser la possibilité qu'il y ait quelque chose entre eux, mais c'est super, vraiment... les deux, Ning et Skun, c'est clair et net. Ouais, Ning et Skun, c'est cramé. Hein. Et pourtant, il y en a qui l'ont pas vu. Hein. Stan et Koji, ça peut être interprété comme on veut, et c'est pas du tout... Quelqu'un qui dit dans l'artbook, ils sont comme des frères, on a compris. Oui, du coup, il y a un artbook. Moi, on n'a pas l'artbook, Cyril. Ah, il me répond plus. Il a un casque sur les oreilles. Il m'écoutera dans le live, en fait. Cyril Lambin, je te parle. Est-ce qu'on a un artbook? Il va réagir dans 10 secondes. Non, le temps de... Il a dit. Il y a eu un bel artbook qui a été fait il y a quelques années, pour laquelle j'ai jamais touché un centime d'ailleurs, mais qui est un bel objet, donc qui existe, c'est déjà pas mal. Et on va avoir le nouvel mini artbook dans l'édition collector de la série. C'est pour ça que je vais baquer, moi. Voilà, ça sera pas un très gros volume, puisque ça va avoir la taille à peu près la taille d'un coffret digipack, mais par contre, ça sera en format italien avec couverture cartonnée, et on a quand même, comme ça va être un artbook vraiment de dessin de production, on va mettre plein de choses qui ont... Ah, les CT, trop bien, c'est les trucs que je préfère. Des CT, des dessins d'animation, des croquis de recherche qui n'ont jamais été montrés, etc. Donc ça va vraiment être des dessins en pleine page à chaque fois de production, et donc voilà, que le format soit un petit peu plus petit, c'est moins gênant, qu'on va vraiment, il n'y a pas des textes à lire, c'est vraiment des beaux dessins qu'on va mettre en valeur, quoi. Eh ben écoute, c'est super. C'est vrai qu'on pourrait parler plus en détail du coup un peu du Kickstarter, hein, mine de rien, parce que il est vrai qu'on parle de l'œuvre. On a précisé tout à l'heure que donc le Kickstarter était actuellement en cours, mais on pourrait tout à fait parler des différentes contreparties qui sont possibles en fait pour soutenir le projet. Alors du coup, comme j'ai dû tout redémarrer, tout est éteint, tous mes onglets, il n'y a plus rien. Attendez, je repars sur la page du Kickstarter. Voilà, en plus elle est facile à trouver. La grosse nouvelle quand même du jour, c'est que tout à l'heure, on a passé les 225 000 €, donc c'est le 8e palier supplémentaire. Voilà, et depuis, on a 1645 € de plus. Voilà. Et ça a encore monté, là, on est à 1747 €. Go, 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 go. Il y a 100 balles qui viennent de tomber, en fait, dedans. Là. Moi, je vois les chiffres qui bougent tout seuls aussi, là. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un qui a baqué à l'instant. Ce qui est super sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on passe un palier, déjà, le coffret Blu-ray, l'édition... Et les rewards augmentent et quand même sensiblement, parce que par exemple, en passant ce palier-là, il y a on va mettre 5 musiques en plus, 5 morceaux de musique en plus dans le pack digital, la bande originale digitale, donc maintenant qui au départ était de 40, ce qui était déjà un gros chiffre dès le départ, et qui maintenant est à 50 titres, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on aura quasiment tous les morceaux de BGM et les chansons de Kano et les BGM de Taku Iwasaki. Donc, bien sûr, on pourra mettre un petit peu plus encore, mais dans les 85 morceaux qui ont été écrits par Iwasaki, il y a quand même des morceaux qui sont plus courts, qui sont des versions alternatives, etc. Donc là, on aura vraiment une édition très, très, très complète. Et je pense que tous les fans de la série vont vraiment pouvoir se réjouir de ça. Et il y a des très, très beaux morceaux.
qui n'ont jamais été, rendus disponibles jusqu'à présent, et ça va être très sympa d'avoir ça, quoi. Et puis il y a plein d'autres choses. Donc maintenant l'artbook est donc en hardcover. On est passé d'un amarré pour l'édition collector, d'un amarré boîtier amarré à un digipack 3, puis maintenant 5 volets. Si on atteint le prochain niveau, on aura aussi 3 cartes collector en plus. Et puis à chaque fois, on a eu plein de bonus vidéo. On a vraiment ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est vraiment plus sympa. On aurait pu faire l'édition en 4 Blu-ray, c'est ce qui se fait habituellement. Mais donc là, comme on a pu mettre beaucoup de dubs, comme on a 11 dubs, dont 2 en 5.1. Ça, c'est énorme, par contre. Voilà, on est passé, ce qui est très rare quand même. Il n'y a pas beaucoup de Blu-ray qui sortent avec 11 doublages. 11 doublages, allez, c'est parti. Dont le japonais, qu'on n'a jamais eu. Voilà. Donc, bien sûr, ça intéresse, les 11 n'intéressent pas tous les fans les fans locaux, et on essaie de toucher la grande communauté des fans en général. Donc, du coup, il y a le portugais aussi, parce que j'ai vu que si on est un fan polonais-brésilien, on a envie d'avoir la langue dans laquelle on a écouté quand on est forcément. Et donc, ils sont très contents, et donc c'était vraiment sympa de faire ça. Donc, pour pouvoir mettre tous ces dubs, on est sorti sur 5 disques, donc il y aura 6 épisodes par disque sur 4 disques, et il y aura 2 épisodes sur le 5e disque, ce qui laisse pas mal de place. Et donc c'est sur cette place en plus qu'on met tous les bonus qu'on a vidéo qui se sont ajoutés au fur et à mesure des différents stretch goals qu'on a franchis. Et donc il y aura un interview avec moi et Thomas, il y aura une filaturette sur l'événement des 15 ans d'Auban à l'Escurial en décembre. Mais ça, c'est un truc super sympa. Donc, Alex Pilote, que je remercierai jamais autant pour toute l'assistance et la sympathie que j'ai pour lui, et tous les coups de main qu'il m'a donné. Donc, il a filmé toute la séquence. En fait, Pilote, voilà. C'est fou. Et on va faire un best-of. On va mettre 3 heures de présentation, mais on va faire un best-of avec les meilleurs moments. Donc ça, je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir à cette petite fête sont vraiment contents de partager ça. Moi. Voilà. Et on a des petites furettes en plus sur l'enregistrement des voix en français. On a plein de trucs sympas. Quoique ça, c'est peut-être pour le prochain schedule, si je dis pas de bêtises. On a donc les versions des génériques, les différents types de génériques en textless, avec des versions karaoké. On va avoir des trucs pour s'entraîner à faire du doublage à la maison, avec des scènes, des séquences avec la musique et le son, mais sans les dialogues. Avec mots dessous. De la VI, super, c'est ce qu'on appelle des VI. Avec du sous-titre pour faire soi-même son petit doublage. Et ça, on avait fait pour s'amuser, on était avec Gabi et Rémi, donc qui sont les voix de Molly et d'Aika, justement à la fête des 15 ans d'Auban. Et sur scène, on a fait un doublage, on a pris 2 personnes dans la salle qui ont dû direct, à froid, se lancer dans un doublage d'une séquence. C'était assez rigolo, mais ils s'en sont assez bien sortis d'ailleurs. Et après, Gabi et Rémi ont repris la main, et eux, c'était quand même super pro, ils ont tout de suite repris les voix, c'était assez impressionnant. Donc voilà, c'est des petits trucs rigolos, on a testé. Et donc je pense qu'il y a plein de bonus qui vont être très sympas sur cette édition. Donc plus ça monte, plus on offre des belles choses, et plus aussi, déjà, on rembourse tout ce qu'on a investi sur cette sortie de Blu-ray, parce que ça fait des années qu'on travaille dessus. On a restauré les masters vidéo, c'était très compliqué. Oui, il y a eu des soucis. Il y avait des fichiers originaux qui étaient, enfin, les cassettes étaient un peu abîmées. Voilà. En fait, avec le temps, quand j'ai numérisé les épisodes, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de pain en fait sur les épisodes. Heureusement, j'avais la version française sans break et la version américaine avec break, et donc en faisant des petits découpages entre les différentes versions, on a réussi à refaire une belle version sans break, nickel au niveau de l'image, ce qui a pu être plus compliqué si on avait eu des pains au même endroit. Et puis on a aussi donc beaucoup de temps et d'investissement en temps et en argent de retrouver tous les dubs, le plus de dubs possible, les acquérir les droits, les numériser, les resynchroniser, les remettre à la bonne cadence, parce qu'on va être donc pour la première fois, on va voir les images. Ça, c'est comme un des principaux de Kickstarter, c'est que pour la première fois, on va voir la série en HD d'origine. C'est-à-dire qu'on a finalisé Auban en HD, en format 4/3, mais en HD, à 24 images par seconde, donc qui est le format dans lequel on travaille quand on fait de l'animation. Ouais. Et toutes les versions DVD qui sont sorties
sont sortis avec une image, avec ce qu'on appelle des ghost images, donc des images fantômes en fait, puisque c'est pas la bonne cadence, donc on recrée des images en plus. Ah oui, d'accord. Et donc quand tu fais des pauses sur ta cassette, tu vois que parfois tu as des images bizarres un peu, donc ça c'est quand même assez désagréable. Et puis on est dans un format SD, donc on est en 720 par 576, donc c'est quand même beaucoup de détails qui manquent. Et quand on voit la série enfin en HD, c'est comme si on avait eu des lunettes sales et qu'on met des lunettes quand on est mieux pour la première fois, on se dit ah c'est ça voir, c'est ça ce qu'on... Et donc c'est vraiment il y a une différence vraiment notable au niveau de la qualité d'image et c'est comme ça que la série aurait dû être vue depuis le départ, mais comme quand on a livré les masters, en fait, les diffuseurs et les distributeurs, on était encore à la transition entre HD et SD. Ouais. Ça ne les intéressait pas de faire de la diffusion en HD, donc c'était diffusion en SD. Puis après, les DVD ont repris les masters SD de base qui avaient déjà été faits. Et les masters HD ont dormi comme ça plusieurs années sans que personne les utilise. Et les masters étrangers aussi. Et malheureusement, donc, beaucoup de ces masters ont disparu complètement. Le master grec, par exemple. Il y a plein de langues qu'on recherche, les Norvégiens, les Suédois, qu'on espère retrouver un jour. Il y a la moitié des épisodes polonais, les masters ont été perdus. Et le distributeur, mais voilà, on ne sait pas où ils sont, il n'y en a plus. Voilà. Et fin d'un trait, la jeunesse de milliers de Polonais qui ne pourront pas avoir la qualité optimum sur la moitié de leur série quoi, en polonais. Quoi. Et donc, je trouve ça assez désobligeant et assez impressionnant qu'il n'y ait pas plus de respect et en plus, quand c'est des grosses structures qui normalement devraient avoir des moyens techniques et tout de protéger les masters et tout, c'est pas le cas. Et donc avec les années qui passent en fait, puis des sociétés qui se rachètent, qui changent, qui font faillite et tout, les choses se perdent. Et par exemple aussi, j'ai les dubs indiens que j'ai récupérés en tamoul, en indien, en hindi, super bien doublé, vachement sympa le doublage et tout. Mais l'épisode 12, il est mort, la cassette est irrécupérable. Et donc, on n'a pas l'épisode 12, et donc on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne va pas diffuser la série avec un épisode en moins. Quoi. Juste un épisode en moins. Ouais. Oh, voilà. C'est triste. J'ai lancé des appels sur Internet pour savoir s'il n'y avait pas des gens qui avaient enregistré, même en enregistré, ouais, sur VHS ou truc dans le genre. N'importe comment, qu'au moins on ait une trace de cet épisode 12, qu'on puisse quand même faire un package avec ou faire quelque chose. Et malheureusement, voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour. Et donc, c'est un travail que fait un éditeur américain, je crois, ça, récemment. Ils font des appels régulièrement pour récupérer soit des génériques, soit des doublages perdus de différentes versions, pour des versions upscalées de trucs qui sont en SD à la base et qui refont en Blu-ray, eux, de leur côté. Ouais. C'est un travail de fou, ce qu'ils font, quoi. Alors, moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher ces dubs, parce que, par exemple, j'ai réussi à remonter jusqu'au studio indien, par exemple, qui a enregistré les voix. Ouais. Je les ai contactés et ils m'ont répondu très gentiment, mais malheureusement, ils n'ont pas gardé, au bout de quelques années, ils virent les choses qu'ils ont en stock et c'est apparemment probablement perdu à jamais. Donc, en tout cas, en restaurant ceux qu'on a, donc on a 11 dubs, on a la place pour les mettre en plus. Donc, quelque part, c'est maintenant, je veux dire qu'ils vont plus se perdre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui auront ces Blu-ray et ça sera plusieurs milliers de copies physiques dans une bonne qualité de tous ces dubs. Et la chance que pour les générations futures, Aubane disparaisse serait réduite quand même fortement parce que si tu passes en streaming, par exemple, c'est très bien aussi qu'on passe plus tard, on passera peut-être en streaming quelque part, mais quand le streaming décide n'a plus les droits ou arrête de diffuser, la série n'est plus là. Quoi. Elle est plus dispo. Bah ouais, alors là, avoir une copie physique de bonne qualité, c'est quand même une garantie que voilà, on aura Aubane plus tard et on pourra toujours la regarder. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est nombreux, je pense, à regarder beaucoup de choses en VOD. Tu parlais, voilà, donc le streaming, la VOD, en tout cas accessible sur Internet, monnaie en finance, de manière tout à fait légale, bien entendu. Et ça, pour le coup, ça devient une habitude de consommation. Mais comme tu le dis, et on l'oublie souvent, les droits ne restent pas forcément éternels. Moi, je l'oublie pas, parce qu'il y a tellement de trucs qui ont disparu à jamais, des plateformes type Wakanim et tout. Je suis tellement salé de ne pas avoir des versions physiques. Je le regarderai plus tard, et plus tard, en fait, ça marche pas. Le plus tard, des fois, c'est trop tard. Du coup, effectivement, l'avoir, c'est important. Donc, il sortira, du coup, à quelle période quand il sera financé ? Alors, il est déjà financé puisque on avait mis un niveau assez bas, c'était 30 000 € le financement initial, qui était entre nous très inférieur à ce que coûtait de faire les Blu-ray et tout ce qu'on a dépensé depuis longtemps. Mais je voulais quand même donner une chance au projet de démarrer,
d'aller au bout. Et il se trouve que en 1 heure, on atteint ce 30 000. Donc, ça allait quand même beaucoup plus vite que ce que j'espérais. Donc, je suis très content de la manière dont les choses avancent. Mais en tout cas, là, j'ai perdu le fil encore. Qu'est-ce que tu disais ? C'est prévu pour être livré quand chez les backers? Ah oui, voilà, excuse-moi. Les gens vont dire, il est complètement fou, ce mec-là. T'inquiète pas, non, pas du tout. Mais c'est un peu vrai, je suis un peu fou. Donc je rêve un peu, donc parfois j'oublie les choses. Donc, vous parlez de quoi déjà? J'ai oublié. Donc, je plaisante. J'ai mis octobre sur le Kickstarter. Ouais. J'espère que ça sera avant, mais je préfère prendre des dates un petit peu de sécurité, parce qu'il faut quand même qu'on a encore on va faire durer, la campagne dure jusqu'en mars. On a quand même le gros du travail est fait, puisqu'on a déjà récupéré ces masters, on a déjà fait le travail de restauration, et donc ça c'est important par rapport aux fans qui soutiennent le Kickstarter, parce qu'on ne se lance pas. J'ai pas lancé le Kickstarter en disant on aimerait bien retrouver les dubs, on aimerait bien restaurer les masters, donnez-moi l'argent, on va le faire après, quoi. Parce que si ça marchait pas, ou si c'était quand même, je ne pouvais pas faire ça, quoi. Donc on a fait le travail. Une fois que le travail était fait et qu'on savait qu'on pouvait sortir un beau Blu-ray avec les dubs, là, on a lancé la campagne. Donc, on a pris du risque, on a dépensé beaucoup de choses, mais voilà. Et donc, il nous reste tout ça, ça a déjà été préparé. C'est le plus gros du travail, mais on a donc pas mal de bonus vidéo encore à monter et à préparer. Il y a l'authoring encore qui doit être fait. J'ai déjà pris contact avec les sociétés qui, a priori, vont faire les Blu-ray, donc on sait où on va, mais il y a quand même du travail de packaging, plein de choses à faire. Les goodies aussi. Après, il y aura la fabrication du Blu-ray lui-même. Et donc, voilà. J'espère que ça sera avant octobre, peut-être en septembre, mais il faut pas. Ça va prendre. Si on veut faire les choses bien, il faut un peu de temps. Ben, on sera patient. D'ailleurs, le projet de ce Kickstarter, c'est évidemment donc pour le Blu-ray principalement, mais ce serait aussi une manière de peut-être prendre la température pour peut-être, j'essaye d'aller vite dans les images, j'en ai beaucoup, voilà, d'aller peut-être vers une suite potentielle plus tard. On peut pas balancer des images pareilles sur Internet. Et derrière, pas commencer à proposer des choses, c'est pas possible. Ouais, Ceci est beaucoup trop classe. Non mais sincèrement, j'en fais tomber mes DVD. J'ai absolument besoin de ces Blu-ray. Attendez. Voilà, c'est l'objectif secondaire en fait du Kickstarter, c'est de remettre un coup de projecteur sur Aubane, de nous remotiver en sentant la ferveur et le plaisir qu'ont les fans à retrouver les personnages, et ça c'est quelque chose qui est vachement important en tant que créateur. Je le disais tout à l'heure, de se nourrir un peu de ces énergies-là, quoi, ça, qui redonne. Parce que créer un projet, parfois c'est long, c'est dur. Et voilà, on a besoin de soutien, on a besoin d'amour, entre guillemets, pour aller au bout. Donc ça, au niveau personnel, c'est important. Au niveau financier, donc on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour préparer ces éléments de Blu-ray, qui sont aussi un investissement à long terme, parce que on veut garder aussi qu'Aubane, on puisse faire des choses avec, peut-être plus tard un jour chez un streamer ou autre, mais en tout cas, il faut protéger ces assets, quoi. Bien sûr. Voilà, de la série. Donc, c'est important que le Blu-ray fonctionne pour que ça nous rembourse ce gros investissement. Là, on commence à arriver à des niveaux où ça devient, on dépasse ces investissements-là. Donc, ça permet que Saveword soit en meilleure santé financière et donc puisse mettre un peu d'argent de côté pour continuer à faire du développement sur les projets de suite. Donc, c'est un peu l'objectif secondaire de ce Kickstarter. On avait déjà commencé à le faire, donc c'est pas quelque chose qu'on invente comme ça juste pour faire rêver les gens. Pour les 20 ans les 10 ans, pardon, les 10 ans d'Aubane, on s'était revu avec Thomas un petit peu après, et et avec Sam aussi, on avait commencé à travailler, donc à développer un peu sérieusement des projets de suite qui étaient déjà en gestation depuis longtemps, mais donc on a avancé là-dessus. Un problème de temps, de disponibilité, et un problème un peu aussi financier, voilà, de continuer à investir d'argent là-dessus. Il y a un autre facteur, donc la réussite du Kickstarter nous permet de mettre de l'argent de côté pour ça. Il y a un autre facteur important, c'était que Saveur ne détenait pas tous les droits de la série. On avait récupéré quelques droits, mais depuis quelques mois seulement, l'ensemble des droits de distribution sont contrôlés à nouveau par Saveur. Ça, c'est quand même très important, parce que si on veut faire une suite et qu'on propose à un investisseur une suite, c'est quand même bien de pouvoir lui proposer aussi les épisodes de la série originale, quoi. Et avant, on ne pouvait pas le faire. Donc, c'était quand même très compliqué. Donc, maintenant, voilà, les choses sont de plus faciles. Et puis aussi, c'est important au niveau... attendez, on frappe à ma porte. que je rêve. J'ai entendu, ouais. Voilà.
J'ai vu que c'était chez moi. Voilà, je suis dans mon bureau et tout, il y a un type avec une hache qui est en train de frapper. Alors attention, il faut couper, ça s'est censuré sur Twitch. Et donc, je repars mon fil. Oui, donc, de montrer aux investisseurs potentiels et aux chaînes de télé que la communauté est là, que les gens veulent en voir plus. Plus on a un gros chiffre, c'est bête, hein, mais plus ça impressionne des investisseurs qui, eux, ils mettent des chiffres et mettent, voilà, on peut parier sur tel projet parce qu'on sent qu'il y a du potentiel, quoi. Donc, ce Kickstarter sert aussi à ça. Donc, il y a pour plein de raisons, ça peut nous conduire, donc ça nous encourage et ça aide les projets potentiels de suite. Dont cette image est un des exemples d'une des pistes qui est développée en ce moment. Et donc dans cette illustration, alors vu que tu dis c'est juste une piste, on a quand même un chara design de fou. Quand je dis c'est une piste, c'est quand même il y a pas mal de travail sur cette piste. Voilà. Il y avait d'autres pistes. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelques petits insights sur ce serait quoi le contexte ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. J'ai peur de poser des questions trop géantes. On a parlé pendant la fête des 15 ans à l'Escurial, j'ai pitché très précisément, de manière résumée, mais 3 pistes sur lesquelles on travaille. Et j'ai échangé avec les gens qui étaient là. Je ne sais pas si ce soir, c'est le moment de le faire. J'ai bien dit à tout le monde, on en parle, mais vous gardez pour vous. Ce que je dirais juste, c'est que... On est entre nous, là. puisque est juste entre nous, parce qu'il n'y a personne qui écoute. Ce projet on a commencé à le faire comme une suite directe d'Auban. Ouais. Avec Molly qui repart dans une nouvelle aventure où elle retrouve des crogs et des choses mystérieuses qui font penser au peuple des créateurs, mais sous une nouvelle forme, qui peut avoir une influence importante sur l'avenir encore de notre belle galaxie. Il est possible, et donc elle retrouve un certain nombre de personnages ou de peuples qu'elle a déjà croisés auparavant. Il est possible aussi que et donc Molly est un peu plus âgée, parce qu'il y a un peu de temps qui est passé entre la suite et la fin de la série originale et le début de cette suite. Il est possible aussi que, en fait, ça se passe plus tard que ça encore. Oh. Moi, j'avais souvenir d'un truc qui se passait beaucoup plus tard que ça. Ouais. Et donc, la jeune fille qu'on voit ne soit pas forcément... Molly. Où est-ce qu'on signe? C'est bon. Donc, mais il y a quand même un lien avec Molly, évidemment. Donc, je lance ça comme ça. C'est quelque chose dont on a parlé assez précisément en fait pendant la fête de l'Escurial. C'était assez intéressant les réactions du public. Là, je lance cette chose-là. Ça fera sans doute discuter et réagir les gens qui suivent le Twitch et je serai heureux d'en parler avec eux prochainement. Déjà, les gens qui sont les grands protecteurs of Auban dans les rewards les plus élevés vont avoir une séance avec moi en visioconférence ou pour la grande protectrice numéro 1 si elle garde bien son reward jusqu'au bout. En personne, on va parler d'Auban et on parlera notamment des projets de suite et on discutera ensemble de leurs réactions, de leurs propositions par rapport à ça. Et après, c'est quelque chose qu'on étendra quand on avancera plus sur ce travail à l'ensemble des fans pour vraiment avoir des échanges sur certains points, c'est des réactions, des inputs, et essayer de... on va pas faire à la carte, on va pas demander on fait ci, on fait ça, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait un échange en tout cas qui soit entre créateurs et fans de la série. Et ça peut nourrir des choses tout à fait intéressantes. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans le piège un peu d'aller dans le fan service, entre guillemets, c'est-à-dire de faire des choses que les fans attendent trop. Il ne faut pas avoir peur non plus de prendre des décisions parfois. Un peu les brusquer pour aller trahir. Quelque chose qui narrativement semble plus fort. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de prendre la température et de permettre aux gens de s'exprimer, de donner leur avis sur une série qu'ils aiment bien, des personnages qu'ils aiment bien.
Ah bah, Moi, ça perso, du promet. moment qu'il y a une suite de l'univers d'Auban, je suis preneur, hein, que ça se passe 10 ans plus tard, 20 ans, 10 000 ans, j'en ai rien à foutre. Hein. Enfin, il n'y a aucun problème. Faites une suite, continuez, développer l'univers. Ouais. Moi, ça me Tu peux en faire hype, 4, 5, hein. 6 saisons, il n'y a aucun problème. Tous les chemins avec. Il est possible que. Alors, il est possible aussi que. Et c'est aussi possible d'ailleurs que. Oh là là, ça fait beaucoup de possibilités, effectivement. J'ai grave envie, évidemment, que ça arrive. C'est une petite vibe un petit peu. Molly Next Generations, quelque part. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis très, très cliente de ça. Donc, moi, ça me. Je suis cliente numéro 1 sur ce genre de concept-là. Surtout quand on a eu avant une histoire qui, en plus, était extrêmement. Tu sais, vraiment dans l'émotion, hein, finalement, avec tout un impact émotionnel sur une grande partie des protagonistes Tout et à du fait. coup, impact émotionnel également sur le spectateur. Quand tu as vécu, quand tu as vibré avec une série comme ça, te dire que tu vas peut-être pouvoir continuer d'une autre manière avec d'autres protagonistes, enfin, c'est une manière d'évoluer finalement que je trouve très intéressante. Car souvent, il y a moyen de faire des choses assez nouvelles, justement. Et on n'est plus à la même Effectivement, époque, il ouais. n'y a plus les mêmes moyens. Regardez-moi, le chara-design, il est totalement incroyable. Je regarde le truc, Moi, je me dis, oh, j'aime beaucoup effectivement le projet que Koji propose. C'est-à-dire que tu enlèves tous les personnages et tu repars sur une course d'Auban en fait, 10 000 ans, 10 000 ans après. écoute, Ça serait vraiment très. on sait pas, c'est strange, c'est ça, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, on va replonger un peu dans le passé, on va repartir un peu dans la nostalgie, puisque en fait, on a la chance d'avoir Savin avec nous. On est sur Twitch, c'est une plateforme quand même qui est assez libre sur ce qu'on peut y faire. Du coup, on va profiter du fait d'avoir Savin avec nous pour regarder 10 000 ans quelques avant, c'est pas passages con, ça. de la série en fait avec du coup le créateur, hein. C'est une dimension tout à fait différente que de regarder ça tout seul dans son canapé par exemple. On va pas regarder les épisodes en entier, évidemment on va se focaliser sur certains passages de certains épisodes spécifiquement. Mais avant d'accéder en fait à cette partie, le temps que je remette tout en place puisque tout était prêt, hein, avant que mon PC plante, on va juste avoir le droit à une petite annonce exclusive sur un des projets à venir de Savin. Savin qui donc est toujours en fait, hein, dans des tonnes de projets, mais là on est principalement sur Auban bien entendu. Il s'agit de ceci. Est-ce que tu peux du coup nous en parler s'il te plaît, Savin? Alors, oui, donc, en quelques mots déjà, ça fait, donc, depuis Auban, j'ai travaillé sur beaucoup de choses pour d'autres sociétés, pour les sociétés japonaises, etc. Donc, sans m'investir autant que je l'ai fait sur Auban. J'ai porté aussi moi-même des projets importants, notamment les Doren, qui est un projet sur lequel j'ai passé beaucoup d'années et sur lequel je continue à travailler et j'espère aboutir. Et donc, quelque part, il y a des projets parfois qui sont un peu alimentaires et il y a les projets Save the World. Et les projets Save the World, c'est des projets où, pour moi, le temps, en fait, même s'il faut faire attention de ne pas trop se laisser emporter par sa passion et laisser le temps passer trop non plus, ça ne me dérange pas de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans s'il le faut sur un projet, du moment que je trouve que le projet évolue et que je trouve les bons partenaires au bon moment pour faire quelque chose à la manière dont je l'imagine. C'est-à-dire qu'Auban, par exemple, je me suis battu pour garder l'univers, la cohésion, l'émotion du projet, et je ne l'aurais pas fait sinon, quoi. Et c'est pour ça que la série est ce qu'elle est, c'est qu'on a réussi à avoir ça. Donc sur les autres projets, c'est pareil, parfois il faut du temps, mais je suis prêt à prendre. Donc je continue sur ces projets-là. Un des projets sur lesquels je bosse est un projet qui n'est pas d'animation, qui est un projet en images réelles. Donc à la base, moi j'ai fait la FEMIS, donc une école de cinéma qui n'est pas du tout une école d'animation. Et je suis retourné en fait à la FEMIS dans quelque chose qui s'appelle l'atelier scénario, qui est donc pour des professionnels qui ont déjà de l'expérience, mais qui veulent refaire une formation d'écriture de long métrage spécifiquement. Et donc le projet que j'ai développé dans le cadre de ce, donc c'est un truc sur concours et tout, donc il faut être reçu, il faut passer un concours écrit 6 heures sur table et tout, en fait, super à l'ancienne, quoi. Et donc j'ai été pris, donc j'ai fait cet atelier et donc j'ai développé le projet qui s'appelle Punk Up You, qui est une histoire sur des jeunes zonards en fait, une histoire d'amour et d'amitié entre deux jeunes zonards qui ont beaucoup galéré, qui se croisent, qui ont leurs difficultés, qui ont leurs bagages et leurs difficultés à communiquer et à trouver une relation entre eux solide, mais qui ont aussi malgré tout se réalisent qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qui vont
petit à petit s'entraider pour avancer, quoi. Et c'est un projet qui a quand même des points communs avec Molly. Quelque part, je me suis rendu compte un petit peu indirectement, c'est quelque part, je trouve que donc les deux personnages qu'on voit là, ce sont deux jeunes avec qui j'ai passé plusieurs semaines, que j'ai suivis en fait à la rue pour développer le projet. Donc Manu, bonjour. Aaron, bonjour si vous me voyez sur ce Twitch. Et donc j'ai vécu plusieurs semaines donc à la rue. Donc j'ai dormi dehors avec eux. On a fait la manche, on a mangé, on n'a rien fait de mal, mais en tout cas on a vécu ensemble très proches pendant plusieurs semaines, en voyageant à travers la France. Sans payer, en prenant le train, en se faisant rater par la police, en se faisant rater par les contrôleurs, en se sauvant, en faisant plein de trucs totalement incroyables et tout. C'est jusqu'au boutiste comme démarche, hein, franchement. Et c'était un moment assez fort, parce que c'est un milieu avec des gens qui ont quand même souvent une enfance difficile, qui ont souvent eu des problèmes relationnels, familiaux avec leur père, ou l'absence du père plutôt, et parfois avec des problèmes qui ont trouvé la solution à leur vie à la rue, qui est un choix difficile, qui n'est pas forcément un choix complètement aussi, parce que parfois ils n'ont pas forcément eu d'autres options, mais qui retrouvent un équilibre instable, un peu complexe, mais que je trouve très très touchant. Donc voilà, je retrouve un petit peu donc l'histoire que j'ai écrite, en fait, c'est basé sur ce que j'ai vécu avec eux en vivant à la rue avec eux, mais moi je n'existe pas dans le scénario. En fait, je raconte leur histoire à eux, voilà, ce que j'ai vu avec eux, mais sans être présent dans la narration. Et j'imagine comment ils se sont rencontrés et comment leur histoire pourrait évoluer. Donc, c'est pas ce qui s'est passé dans la réalité, mais ça s'inspire de choses qu'on a vécues ensemble. Et autour de ça, je construis une histoire plus large. Et il y a quand même des points communs donc, avec Aubin, je trouve qu'il y a un petit côté Jordan chez Manu. Donc, les deux personnages s'inspirent en fait de ces deux jeunes. Et Aaron, que j'appelle Taz dans mon scénario, a un petit côté quand même assez franchement molly. Donc voilà, c'est quelque chose, on se refait pas. Je pense qu'il y a des choses qui nous intéressent ou qui nous touchent. Et moi, je suis très touché par l'adolescence, en fait, par le fait, la transition, en fait. Je trouve que les gens sont vraiment intéressants quand ils ont... Enfin, c'est pas vraiment vrai, c'est une généralité. Tout le monde, il y a un truc vraiment intéressant chez des gens qui ont 15-16 ans, qui sont en train de devenir potentiellement quelque chose, et on sent qu'il y a un potentiel énorme, une personnalité qui est en train de naître, qui se cherche encore, et ça peut donner des trucs peut-être merveilleux, et peut-être que ça sera un truc, on sait pas encore, tout est possible, quoi. Et j'adore cette force, cette énergie-là. Et on a tous vécu ça. On avait à l'école des amis qui étaient super intéressants, qui étaient dessinés super bien et tout. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans après? Ils sont devenus banquiers ou ils sont devenus, je sais pas quoi, un truc qui n'a rien à voir avec ce potentiel qu'ils avaient. Puis, il y en a d'autres qui ont poursuivi ou qui ont. Il y a des gens qui sont scientifiques et qui sont devenus scientifiques. Je veux dire que je critique absolument rien. Je n'oppose pas les artistiques et les scientifiques et autres. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui avaient envie de faire des choses et qui l'ont pas fait, ils auraient certainement pu réussir dans cette direction-là. Et puis, il y a des gens qui sont... Il y a des choix qui ont été faits, et imposés parfois par la contrainte de la vie, par les contraintes familiales aussi, les pressions, etc. Et en tout cas, ce moment où on choisit, on hésite, et on n'est pas encore assez fort, parce qu'on a surtout quand il y a des problèmes un petit peu au départ, voilà, ça me passionne. Et je ne parle pas très bien là, mais voilà, j'ai voulu rendre ça. Et c'est un projet sur lequel je suis en charge de producteur. J'avais trouvé un producteur, mais avec le Covid, les choses sont devenues un peu compliquées. Et donc, je repars avec l'autre producteur, j'espère, là, bientôt, pour faire ce film qui s'inscrit plus dans un cadre un peu français de film d'auteur, entre guillemets, quoi. Pas un très gros budget, mais avec un côté un peu plus rock'n'roll quand même dans les personnages. Je ne suis pas dans le social pathos, les pauvres gens qui sont à la rue, etc. C'est pas du tout ça mon propos. On est avec les gens à la rue du départ à la fin, on est avec eux tout le temps. Et le monde extérieur, en fait, est une toile de fond un petit peu, et c'est vraiment c'est avec eux et avec leur côté positif et leur côté plus sombre. Voilà, on est avec eux tout le long de l'histoire. Et du coup, c'est un projet qui pourra être accessible au public à l'horizon 2023. Alors, pour l'instant, c'est un problème le scénario est écrit, mais donc le producteur à qui j'espère travailler, en fait, est passé à autre chose. Donc, je suis en train de prendre contact avec d'autres producteurs pour essayer de mettre ça sur pied. Donc, c'est pas un film très très cher, mais je voudrais le réaliser aussi. Donc, ça sera un premier long métrage
en image réelle pour moi, même si j'ai déjà des expériences de court-métrage en image réelle, n'étant pas un jeune, tout à fait jeune réalisateur sur le marché, c'est un petit peu plus compliqué aussi, mais j'espère bien qu'on arrive à aller au bout de cette belle histoire, parce que c'est aussi un milieu dont on ne parle pas et qui mérite vraiment qu'on le montre, quoi. Du coup, tu favoriserais ce projet-là par rapport à celui de Sayano Uta en priorité Alors, Sayano Yuta, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, j'adore, donc bon, j'aime beaucoup, je fais pas mal de jeux vidéo, et puis j'aime beaucoup les visual novels japonais. Sayano Yuta étant un JV assez particulier, très sombre, très sexuel, plein de choses. Et j'ai un côté. C'est très Urobuchi, quoi. Voilà. Et donc, je suis tombé amoureux aussi de ce personnage, de cette histoire. Et pour en faire quelque chose de. Mon idée sur ce projet, c'était d'en faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire pas de faire un copier-coller de l'histoire et du jeu qui est très bien, mais plutôt reprendre la situation, la relation entre les personnages principaux et l'emmener dans une direction un petit peu différente, et de le faire aussi en live, quoi, en image réelle, pas en dessin animé, quoi. Donc j'ai travaillé beaucoup sur ce projet. Le problème, c'est que malgré tout, même si j'en fais quelque chose peut-être d'un peu plus universel, c'est pas un Disney non plus, c'est quand même une histoire qui reste très sombre et très particulière, donc ça fait un petit peu peur aussi aux investisseurs ou aux producteurs. Peut-être gratter chez les producteurs d'horreur, en fait, pour ce genre de cinéma. Oui, tout à fait. Mais c'est avec eux aussi que j'ai poussé le projet. Mais il faut trouver le bon package c'est pas un projet que je souhaite réaliser particulièrement, ça c'est pour le coup. C'est un projet sur lequel je suis sur l'écriture. Mais il faut trouver après les bons réalisateurs d'horreur qui puissent amener du financement sur un projet. Ils ont déjà beaucoup de choses. Souvent, ils écrivent eux-mêmes leurs projets, ils n'ont pas forcément envie d'être juste réalisateur, donc c'est un petit peu. Ouais, c'est pas Alexandre Aja, quoi. On n'est pas voilà, sûr. ça a été un petit peu compliqué, mais on continue à y croire aussi. Et puis en ce moment, je fais deux choses en ce moment, si ça intéresse les spectateurs de la chaîne. Je crée une série pour Netflix Japon. Oh là là! Live? Animé? Voilà, animé, un dessin animé. Wow. Et donc j'écris. Donc c'est un projet qui est un peu une commande, mais qui est quand même assez personnel aussi. Je peux pas trop en parler parce que j'ai des clauses dans mon contrat terribles et tout, donc si je dis quelque chose. Non, mais déjà c'est cool. Originale, du coup. Déjà c'est cool. Là on a un début d'info, c'est intéressant. C'est exclusif. Donc c'est vrai que j'ai très peu parlé de ça, et donc en fait je comptais le faire à la fête de décembre, mais on n'a pas eu le temps, donc j'ai pas du tout parlé de mes activités actuelles. Et donc j'ai créé le projet, j'ai écrit les épisodes, et c'est un petit peu particulier, c'est que en fait je vais écrire tous les épisodes, et une fois que ça sera écrit, on va décider en fait quel studio le produit et quel réalisateur le fait. Pas forcément moi qui réalise à nouveau, je suis vraiment là en écriture, en création et écriture. Et donc on sait pas bien encore comment ça va se faire, même si ça va se faire, mais bon, je pense que ça va se faire parce que ça se passe bien et que c'est un sujet qui est quand même vraiment intéressant. Donc, voilà, on écrit tout, c'est très rare, quoi. C'est que d'habitude, on a un projet, on commence à le développer, il y a un studio, il y a des équipes. Oui, il y a déjà un studio, là, c'est fait à l'envers. Là, tout va être prêt, et ensuite, ils ont un gros besoin de nouveaux projets, et il y a beaucoup de ça qui sont produits pour Netflix, et comme le sujet les intéresse, ils préfèrent développer toute l'écriture comme ça. C'est quelque chose un processus qui se fait un petit peu en écriture, en image réelle, mais en animation, pour moi, c'est très nouveau, mais par contre, ça donne une grande liberté, même si j'ai un cahier des charges à répéter par rapport au type du projet qu'on fait. Ce qui est très agréable, c'est que j'ai qu'un seul interlocuteur, c'est le producteur de Netflix avec qui je travaille, et on se voit on se parle en visioconférence une fois par mois, il fait ses remarques, j'envoie mon scénario, et j'ai plutôt des commentaires en fait qui tellement différents de ce que j'avais autrefois en chaîne pour enfants. C'est un projet qui est pour jeunes adultes, là c'est pas un projet pour enfants particulièrement, et elle me dit, par exemple, mais pourquoi tu parles de ça là maintenant? C'est pas grave, si le spectateur ne comprend pas, il comprendra dans l'épisode 2 ou 3. Quoi.
Ah ouais, bah oui, excuse-moi, c'est un tic. C'est vrai, on est au Japon ici, on n'a pas besoin d'expliquer les trucs. C'est un tic que j'ai gardé, je voulais border mon truc. Donc on est plutôt à te dire, vas-y, lâche-toi, fais un truc original plutôt que le contraire, et ça fait du bien parce que ah ouais, c'est vrai quoi. Donc au niveau de la structure, au niveau des procédés narratifs, je fais des petits trucs assez sympas que sur la télé française, en tout cas jeunesse, ça sera impossible à faire. Donc c'est plutôt sympa. Et puis je fais un autre truc aussi, et je vais terminer là-dessus pour pas trop parler de ça non plus que de ça, mais je co-réalise, parce que maintenant je travaille avec un autre auteur co-réalisateur sur ce projet, un projet qui s'appelle La Guerre des Tours et qui va sortir en 2023, qui est un documentaire, je peux le dire parce que ça a été annoncé maintenant, qui va sortir sur Arte en 2023 pour le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, puisque je suis accessoirement... Oui, il s'appelle Eiffel, ce n'est pas pour rien en fait, c'était pas un nickname sur Internet. Je suis accessoirement un descendant de Gustave Eiffel et le vice-président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Et donc, je me passionne pour Gustave Eiffel depuis très longtemps. J'ai souvent parlé de lui dans des interviews, des choses comme ça. Puis à force de lire, de me documenter, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est un projet sur la construction de la Tour Eiffel, l'aventure de la Tour Eiffel, mais vu sous un angle un petit peu différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu beaucoup de documentaires sur la construction. C'est pas tellement sur la construction, c'est plutôt sur l'aventure ça remet en contexte en fait tout ce projet incroyable de la Tour Eiffel. Je ne peux pas trop en dire trop de détails pour l'instant, mais ça va être assez sympathique et ça sera ce qu'on appelle un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y aura des séquences parfois avec des acteurs qui rejoueront certains moments clés du récit, avec aussi des intervenants et puis des images d'archives, mais aussi des acteurs qui joueront. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est vrai que je me suis pas permise de rentrer dans ta vie privée, mais bon, à ton nom, il est écrit en grand. Ouais. Mais effectivement, c'est un détail intéressant. Et du coup, je profite de juste de reprendre la parole pour remercier. En fait, on a eu ce qu'on appelle un raid Soso sur Twitch. C'est Mademoiselle Soso. Je lui fais des gros bisous. Merci beaucoup. En gros, Mademoiselle Soso était en train de, elle aussi, faire un live, faire un stream. Et elle a envoyé toute sa communauté sur nous. Voilà, c'est hyper cool. Merci beaucoup Soso d'être venu nous rejoindre alors qu'on va justement regarder un petit peu d'Aubane Star Racer. Je sais que c'est un truc que tu fais pas mal de réac sur les vidéos YouTube rigolotes, un peu en tout genre, mais qui tournent un petit peu autour de l'univers des animés. Là, on va regarder du coup avec totalement l'autorisation du créateur des extraits d'Aubane Star Racer. 2 spécifiquement, et c'est effectivement, voilà, les gens le retiennent à la dinguerie, un descendant de Gustave Eiffel. Oh my god, ça va rester. L'impact est fort. L'impact est très très fort. Je vois des gens qui demandent s'il y a des versions numériques des épisodes en dehors de Galette sur le backing sur Kickstarter. Alors, non, il n'y a pas. On a hésité en fait sur ce qu'on faisait là-dessus, mais on veut vraiment mettre en priorité le Blu-ray et la galette, donc on voulait que vraiment les gens aillent vers ça. Et puis aussi, généralement, quand tu prends une version numérique avec comme ça dans des offres comme ça, en fait, généralement, tu as une version numérique qui est quand même assez dégradée. En fait, tu n'as pas une vraie version de qualité maximum. Donc, pour ces différentes raisons, on est resté exclusivement sur le Blu-ray en physique. Bah là, on a le menu du DVD, en tout cas. J'imagine qu'il sera différent potentiellement pour le Blu-ray. Il est comme ça chez moi, hein. Tu vois, comme je ne mets pas en plein écran. Donc, pour le coup, c'est presque de la HD. Hein. Bah, moi, du coup, sur ma télé... C'est une télé 4K que j'ai, je sais pas. C'est la C1 de LG, là. Ah, ça doit piquer un peu quand même. Là, quand je l'ai vue, parce que du coup, je les ai revus récemment, là, et je me suis dit... Ah ouais, en fait, je vois la différence avec les animés actuels, puisqu'on suit les animés de saison actuellement au Japon, via les différentes plateformes de simulcast. La différence était flagrante, hein. On était là en mode, quand même, le truc, il a pas vieilli visuellement, mais à l'écran, là, tu te dis, ah, c'était effectivement un peu plus flou, fatalement, puisque du coup, il upscale pour atteindre tous les recoins de ma télé. Et du coup, on voit que, effectivement, c'est moins net, mais ce n'est pas moins beau. Et c'est déjà un bon point. On va regarder, du coup, avec toi, Savin, un petit bout de l'épisode 11, donc de la seule et unique série de Aubane Star Racer qu'il existe actuellement. Peut-être un jour une suite, mais pour l'instant, c'est pas le cas. L'épisode 11, tu voudrais qu'on regarde quel passage?
quel passage du coup on va du Euh, début jusqu'à... Je sais plus bien comment ça commence le début. Écoute, lance le début, puis on avancera un peu si. Ouais. Ça lance le générique sur la version DVD. Alors attendez, hop, je lance le 11. Alors du coup on a trop générique. Ah oui, il y a une petite intro. Molly et moi on en a bavé. Seulement Rick nous a dit de ne pas baisser la tête. Grâce à son entraînement, on est revenu dans la course. Et même mieux que prévu. Un petit détail rigolo sur ces Au bout de 4 courses, ces petits résumés, c'est que quand on fait le montage en fait d'un épisode, Oui. en 1 heure ou 2 heures, en fait, c'est fait parce qu'il y a quand même il y a pas tellement de choses, il y a pas plein de prises, il y a pas plein de choix de prises sur un résumé d'épisode. On fait l'animation, il y a grosso modo pour 20 minutes d'épisode, tu as 21 minutes d'animation, c'est comme ça qu'on fait au Japon. Et donc tu as 1 minute à couper. Et donc, ça donne un peu de marge pour faire pour le rythme. Et c'est super important, parce que quand tu montes un épisode pas monté, un bout à bout, pour moi, c'est irregardable, quoi. C'est au niveau du rythme et tout, ça marche pas du tout, quoi. Et une fois que c'est monté, hop, magie, ça coule comme de l'autre source. Et en plus, j'ai eu la chance de monter avec Takeshi Seiyama, qui est le monteur, en fait, de Miyazaki, puisqu'il a monté tous les films, les longs métrages de Miyazaki et les séries de Miyazaki au départ aussi, comme Conan le Fils du futur. Donc j'étais quand même assez verni au niveau équipe. Et lui, il est là, il regarde les trucs, et il coupe le truc, tchac, 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 et ça marche super bien, quoi. Et donc, la petite anecdote, c'est qu'on fait ça en 1 heure et demie, c'est super cool. Mais par contre, monter le petit truc là de 30 secondes, là, ça nous prenait quasiment, pas le même temps, mais ça nous prenait 45 minutes, parce qu'en fait, il a retrouvé les prises dans plein d'épisodes différents. Et au niveau du rythme et des machins, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc, ces petits bouts d'épisodes, même à écrire aussi, ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est un vrai travail, quoi. Donc, ils seront dans les Blu-ray aussi, parce que, mine de rien, il y a des petites informations en plus, des petites sensibilités qui sont dans ces petits résumés qui sont sympas. D'accord. C'est ce que je voulais entendre. Allez, on va se les faire, ces extraterrestres. Donc là, contextuellement, ils vont démarrer une course. Ouais. Donc l'épisode 11, c'est un épisode qui est assez particulier. Enfin, il y en a d'autres qui sont comme ça, mais celui-là, il est vraiment très course, en fait, puisque presque tout l'épisode est une course, et la course de Molly contre Spirit, avec des choses qu'on va découvrir sur qui est Spirit, pourquoi est-ce qu'il y a une relation avec Molly et avec son père. Et donc, c'est... d'habitude, dans d'autres épisodes, on a une petite partie, des petites séquences avant la course ou après la course. Là, c'est pas le cas. On a une énorme course avec une grosse tension tout du long. En fait, tu regardes ça à l'époque, alors que tu as vu La Menace Fantôme quelques années avant. Tu y repenses, quoi. Bah moi j'avoue, j'y ai pensé beaucoup. Quand j'ai regardé, je me disais Star Wars. Alors, ça, c'est un truc qui m'agace terriblement. Ah, je suis désolée. Non, mais ça, je t'en veux pas, mais en fait, nous, on a créé Oban, donc on a commencé en 96. Oui, bah oui. Et t'as coupé l'air sous-pied un peu. Sorti en 99, et on avait déjà fait un premier pilote en 98. Et quand on a fait le pilote de Molly, il y avait déjà eu la Phantom Menace qui était sortie entre temps, et c'était super agaçant parce que pourquoi est-ce qu'il y a une putain de course de podracer dans Star Wars, quoi? C'est pas des mecs qui font la course avec des petits gamins en plus de 10 ans qui font la tout. Donc c'est super agaçant la comparaison à l'époque. Depuis, comme les gens me font très rarement la remarque, parce que déjà Phantom Menace c'est un peu décrié. Voilà, t'es pas mal décrit et tout. Mais bon, quand tu vas au ban 5 minutes, tu penses plus. Moi, je pense plus à Phantom Menace. Je pense qu'il n'y a aucun lien, aucun rapport. Enfin, nous, on a zéro inspiration par rapport à Star Wars et par rapport à cet épisode en particulier, quoi. Ce visage. Incroyable ce design. Il est quand même un personnage très, très impressionnant graphiquement, quoi. Il arrive à rendre un côté étrange et angoissant, en fait. Ouais, et il y a beaucoup de gens, dans les fans d'Oban, il y a des fans qui sont des fans de Spirit hardcore, et il y a des cosplay Spirit qui sont très réussis, et je peux comprendre pourquoi, parce qu'il est vraiment... c'est un personnage assez captivant, quoi. Un problème, Don? Donc
c'est un épisode qui est très sombre au niveau de la thématique. Il y a des choses assez dures qui sont évoquées et en plus il est baigné, tout l'épisode est baigné dans cette ambiance d'orage très sombre qui est très différent de ce qu'on a habituellement dans les autres épisodes qui sont plutôt assez lumineux, quoi. Ah, le temps n'est pas au beau fixe, effectivement. Oui. Voilà, on a le striptease de Spirit. À poil. Ce design vraiment incroyable, quoi. Il fallait y penser. On est passé par pas mal de versions de Spirit. J'ai tous les dessins des différentes versions et c'est vrai que quand on a trouvé ça, c'était assez rigolo, quoi. On était assez contents, quoi. Merci de bien vouloir prendre vos places. La finale du premier championnat interplanétaire va commencer dans quelques minutes. Oh, qu'elle était mignonne. Oh là là. C'est le côté un peu horrible quand tu veux créer des situations un peu émotionnelles, tu es obligé d'amener des choses tristes et dures à des gens. Plus ils sont faibles et plus ils sont sympathiques, plus ça a de l'impact, quoi. Et, Bah ouais. Et Molly qui s'en prend plein la tête avec son père. Les séquences, enfin c'est dans l'épisode déjà dès l'épisode 2 où elle a le flashback sur la mort de sa mère, elle est avec son père, ah papa regarde je la vois, etc. Puis Bah ouais. Je me souviens de ce passage. c'est un peu dur, mais c'est voilà, c'est le côté pervers au niveau écriture de créer ces scènes là, c'est que pour avoir l'impact maximum on va essayer de rendre la chose la plus douce, la plus mignonne possible, et là on tape un grand coup dessus, quoi. Les deux finalistes sont priés de rejoindre la ligne de Le départ. pire à ce niveau-là étant le film de Takahata, Le Tombeau des Lucioles, Ah. Tombeau des Lucioles. Oh là là, oui. Oh là où on est là. dans une machine à laver perpétuelle avec, on est en train de tourner la douceur, les tests qu'elle est mais on sait très bien qu'elle va mourir après, mais on la voit, qu'est-ce qu'il est là, puis après, on passe de l'un à l'autre, du pire au plus mignon au pire. C'est très éprouvant en tant que spectateur. Mais Des flashbacks de Gundam The Origin, oui, j'avoue. Maman va gagner la course, hein, papa? Alors, Bien sûr, comment te ma dire? petite chérie, tu sais très bien que maman n'a jamais perdu une course. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le gouverneur Macmillan, représentant la coalition terrienne. c'est important qu'on va revoir aussi plus tard. Donc, en fait, il y a plein de connexions entre les. Et Sirok, Oh. un des fils. Puisque le gouverneur, là, c'est le futur président de la Confédération terrienne qu'on voit dans l'épisode 1. Oui. Si vous ne l'avez pas remarqué. Si, on l'a reconnu là un peu plus âgé qu'au tout début, puis plus jeune que quand il est dans le présent. Choqué peu importe l'âge, hein, finalement. C'est lui. Mais Ce vaisseau, je n'arrive pas à le croire. Mais enfin, C'est l'homme qu'est-ce qui que se tu transforme en racontes? son propre vaisseau, quoi. Je C'est connais génial. cette maudite créature. Mais il y a plein d'idées comme ça en vrai dans Oban que je trouve super inventives et qu'on voit pas ailleurs, hein. Non, 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 non. Spirit, tu ne m'échapperas pas, je le promets. Molly a montré son côté sombre dans cet épisode. Donc, elle est quand même prête à se tuer, en fait, pour tuer Spirit, quoi. Il est trop bien cet épisode par Macri. Un petit détail amusant, c'est que quand on voit les écrans comme ça d'affichage, notamment dans la salle de contrôle terrienne, ouais. en DVD, on voit un écran normal. Mais quand on le voit en Blu-ray, en fait, il y a tout plein d'effets en fait, sur ces écrans, avec des petits quadrillages et tout, des petits effets de quadrillage et tout, qu'on ne voit absolument pas en SD, mais qui sont très beaux en HD. Elle s'appelait Maya. Ah, Maya? Mais c'était une des plus grandes championnes de Star Racer. Ouais. Ah, ce vaisseau, il est... Bien sûr. C'est celui qu'elle affrontait le jour de son accident. J'aurais dû m'en rendre compte tout de suite.
La guerre est déclarée là. Là, c'est la guerre. Blindage opérationnel à 75%. Molly, faites attention. Notre adversaire est extrêmement dangereux. Et on a de la 3D qui a quand même bien vieilli, hein, parce que C'est pas sale, hein, même pour l'époque. Hein. ouais, c'est des choix artistiques qui sont cohérents avec les décors et les rendus du vaisseau. Et il n'y a aucune texture, il n'y a aucun effet fashion. Et donc, si on le faisait aujourd'hui, ça serait quasiment pareil, quoi. L'important, c'est que les vaisseaux bougent bien et qu'ils aient une belle fluidité dans le mouvement, qu'ils soient cohérents, qu'ils soient réalistes. Et le parti pris artistique fait qu'il n'y a aucun effet qui ont vieilli, quoi. Où est-ce qu'il se cache? Moi, j'aime bien Spirit qui est posé sur des trucs, c'est assez sympa. Il est sur le réacteur droit, fais quelque chose! Laisse tomber, il est hors de portée, je peux pas le Là, on toucher a d'ici. vu le message de l'avatar, vous n'avez pas le droit d'attenter à la vie de votre adversaire, là, c'est obligé, quoi. Rien à filtre. On tire dessus quand même. Ah, c'est compliqué. Non, mais est-ce qu'il avait le droit, franchement, de monter sur l'autre vaisseau? Est-ce que c'est Ah, c'est vraiment vrai. autorisé, hein? C'est vrai qu'il a peut-être pas le droit, donc c'est normal qu'on le punisse un petit peu, quoi. Poussé par des balles, un petit peu. Techniquement, il a pas d'or, quoi. Je veux dire, c'est juste pour faire tomber. Hein. Petite musique assez simple, mais qui est bien atmosphérique, là, de Taku Iwasaki aussi. Iwasaki. Alors, c'est un épisode qui est un petit peu atmosphérique, donc qu'il faut voir un peu sur la longueur et tout. Ouais, il est un peu tendu en vrai. Hein, Voilà, cet épisode. mais voilà, on a des belles révélations qu'il y avait après. Peut-être qu'on va pas spoiler Ouais. toute la suite et tout, parce qu'il y avait Évidemment. des gros reviews. On a Ce que fait- j'aime on a bien avec fait la la première moitié. partie d'Oban, c'est que en fait, le tracé de la course, c'est le même pendant toute la première partie. Ce qui fait que d'un épisode sur l'autre, tu reconnais les passages Mhm. et tu fais des liens entre les différentes courses et les différents affrontements. Parce que comme tu connais le tracé, tu sais où ils vont galérer et à quel moment ils vont pouvoir se décaler sur la droite, à quel endroit. Enfin, tu as vraiment une dimension une spatialisation qui, même enfant, tu arrives à comprendre comment ça se déroule. Et c'est très très bien fichu là-dessus aussi. Là où la deuxième partie sur Oban est beaucoup plus libre, forcément. Ouais. Parce que... L'idée, c'était de pas trop se répéter, de faire un truc qui soit frais et nouveau. Donc, on a un principe de circuit de course à deux dans la première partie de la série, mais avec à chaque fois des variantes de règles ou de machins qui vont un peu changer, en dehors du fait que chaque adversaire a ses son caractéristiques gimmick, bien sûr. et ses armes particulières qu'on va découvrir. Et puis après, sur Oban, là, on redistribue complètement les cartes. On est plus sur un mode rallye, entre guillemets, quoi, où les vaisseaux partent tous en même temps. On est 7 adversaires en même temps en course. Et donc, ça crée des nouvelles possibilités, des nouvelles ambiances. Et en plus, sur Oban, on change de décor à chaque, pour le coup. Là, si on a un petit peu économisé au niveau production sur la première partie, mais sur le fait qu'on est dans le même genre d'environnement dans les premiers épisodes en course. Sur Oban, par contre, on change non seulement il n'y a pas de circuit, on change de région, donc tout est entièrement nouveau à chaque épisode, quoi. Parce que Oban a plein de régions différentes. c'est une planète immense en Ouais, plus. voilà. Donc il y a beaucoup de variétés donc la variété va crescendo au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Du coup, sur l'épisode 17, est-ce que... quelle partie on regarde? Il faudrait, dans l'idéal. Moi, j'aime bien la fin de l'épisode. Il y a un petit peu de spoil, mais si les gens veulent vraiment pas être spoilés, ils fermeront leurs oreilles pendant quelques... Exactement. Du coup, ce serait à partir de la moitié de l'épisode environ. Ouais, on lance vers la moitié, on va voir ce que ça donne. Ou les 2 tiers. Alors, 2 tiers, ce serait par là, à peu près. En fait, ce qui est bizarre avec la seconde partie, quand ils se battent sur Oban, la course, en fait, tu rencontres rarement l'adversaire. Mhm. Comme c'est des points... le mecha avec sa lame, trop bien. Donc, au niveau des mechas aussi, donc au niveau du design des personnages, on essaie d'avoir beaucoup de variété par personnage, aussi au niveau de leur personnalité, de
de pas faire des personnages qui soient tout noirs ou tout blancs, même s'il y en a quelques-uns, mais qui soient plutôt un peu dans des zones grises, qui peuvent être parfois gentils, parfois méchants, enfin, parfois... en tout cas, qu'il y a des vraies justifications de faire ce qu'ils font. Oui. Et au niveau des mechas, c'est pareil. Donc, trouver une grande variété, en fait, que j'aime bien quand il y a... Enfin, c'est comme les 7 mercenaires ou des choses comme ça, t'as plein de personnalités, de choses variées, et qu'il y a de la variété, quoi, qui est visuellement, esthétiquement, c'est vraiment sympa d'être dans le même univers, mais avec un truc vraiment différent à chaque course. Donc on a vraiment travaillé sur la diversité, la complémentarité, la diversité entre tous les peuples qui participent à la course. Plus je regarde, plus je me dis que Droner c'est quand même vachement inspiré d'Aubagne. Droner, je crois voir ce que c'est, oui. Donc oui, effectivement, au niveau graphique, oui, ça me semble assez proche, oui. Mais surtout sur la seconde partie, où effectivement tu as un environnement libre et puis ils doivent passer dans des anneaux pour valider les points. Enfin, c'est... J'ai vu une série de Disney il n'y a pas très longtemps, Star Wars justement, où... Star Wars Resistance. Je sais plus lequel c'est, mais à un moment, il y a une espèce de course au début où ils passent dans des anneaux. Et je me dis, tiens, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est une série qui a été faite avec le Japon, en fait. C'est Polygon Pictures qui l'a faite. Et le mec s'était inspiré pour l'ambiance, il avait dit qu'il s'était inspiré de Lupin the Third, et j'étais là, intéressant. Là, ça m'arrive de voir des épisodes, même japonais, de voir des plans. Je me dis, ça c'est hyper bizarre. J'ai vu une série il n'y a pas très longtemps, il y avait une fille qui est là dans un mecha, et elle s'assoit dans le mecha, et le mecha est trop grand pour elle, et elle essaye d'avancer ses pieds, mais elle n'arrive pas à mettre ses pieds sur les pédales. C'est Sakugan. Est-ce que c'est Sakugan? C'est exactement les plans qu'il y a dans Oban quand Molly prend le vaisseau qui est adapté à la configuration de règle. Je crois que c'est l'épisode 1 de Sakugan. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Ouais. Donc il y a les petits trucs. D'ailleurs, c'est Stanislas Brunet qui a designé le mecha. C'est Sakugan, je me dis, ah oui, maintenant je comprends pourquoi c'est comme ça. Tout est connecté finalement. Je n'avais pas réalisé que c'était Sakugan, ouais, là. J'ai fait par hasard et tout en regardant sur un site. Alors, c'est une petite scène que j'aime beaucoup, donc, en fait assez importante et qui spoil un peu, mais un moment où il y a un rapprochement entre Molly et son père, une discussion importante. Et on a travaillé. C'est un épisode qui a été bordé par M. Massoui, qui a fait pas mal de boards dans la deuxième partie de la série. Et Massoui, c'est quelqu'un qui a bossé sur Samurai Champloo, qui a depuis réalisé des épisodes de Crunchy-chan en long-métrage qui sont vachement intéressants. Et donc, il comprenait très bien ce que je recherchais au niveau un peu cinématographique, quoi, de réaliste, des expressions, de la subtilité des échanges de dialogue entre les personnages. Et il y a un très bon rythme, il y a une très bonne richesse dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on ressent visuellement, entre ce qui est dit et ce que les gens ressentent et ce qu'ils montrent de ce qu'ils ressentent. Il y a plein de choses différentes, et donc c'est vraiment une scène qui est très belle, quoi. Alors du coup, on reprécise. Attention, ça spoil. Si vous n'avez pas vu la série, que vous ne voulez pas être spoilé sur un détail. Après, là, on parle, un ça gros spoil détail. pas trop. En vrai, si on n'entend pas ce qui se passe. Oui, mais je vais peut-être remonter un peu le son. Mais du coup, c'est pour ça que j'avertis les gens avant de remonter le son. Vous pouvez juste arrêter de regarder ou couper le son. Et vous verrez bien quand il n'y aura plus d'épisodes diffusés. Et là, vous pourrez revenir. Eva. J'ai raté la révélation. Ça fait vraiment, j'ai raté la révélation. Eva. Tu l'as déjà vu l'épisode, Si ça j'étais va? votre fille, vous le sentiriez tout de suite. Il y a quand même Je pas veux dire, beaucoup de séries pour enfants où tu vas avoir une scène comme ça entre une fille qui parle à son père et Excusez-moi, pendant mais j'aimerais bien 3-4 aller minutes, vérifier ils vont l'état de discuter l'amour maintenant. sur C'est des quelque choses chose de cachées, en se tournant un peu autour, en essayant de savoir qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, avec de l'émotion qui est cachée et tout. C'est... Voilà, je suis assez fier. Je trouve que cette scène est très dans le détail avec la animation, entre autres. T'as les mouvements les mains qui tremblent, t'as les regards fuyants, entre l'écriture des dialogues et l'expression corporelle des personnages retranscrit très bien l'émotion palpable du truc. Et Jordan est là. Attention. Voilà. Le réconfort. Jordan est là. Presque torse nu. Disons que Danway a découvert que j'avais un peu menti pour obtenir ma place dans l'équipe. Pas de quoi en faire un plat.
Je crois qu'il y a autre chose. Tu es sûr que tu ne veux pas m'en parler? Ça pourrait t'aider, tu sais. Je serais content de pouvoir te... Merci, Jordan. Mais pour l'instant, je crois que je préférerais dormir. C'est vachement important, mine de rien, dormir. Donc là, il y a une belle écriture, mais il y a aussi il y a très beau découpage. Il y a la musique de Iwasaki Taku qui vient par-dessus. Très joli. Taku Iwasaki, pardon, je fais la faute. Il y a une ambiance, il y a un truc. Et J'aime bien le travail sur la lumière. il y a un beau travail aussi d'acteurs aussi, hein, aussi de Thomas Guitare qui fait Jordan. Thomas Guitare, bien sûr. Et Gabriel Giroux qui fait Molly. Et Jérôme Alors Kim, après, c'est terrible. La boîte de Noël aussi. Parce que maintenant, je revois des épisodes d'Oban et je repense à la parodie de Gotowan, justement. Avec la guerre du nez. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode avec le générique de fin dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure dans la discussion. Et puis on arrive également en fait à la fin de l'entretien. Est-ce que c'est pas joli de se quitter sur le générique de fin quasiment? Tu vois, ça marche. C'est quel timing? Cette mise en scène. Très très fort. Incroyable. En tout cas, bon, non, attends, en fait ça marche pas parce que les On génériques n'a de même fin pas fait sont trop exprès, courts. hein, Ils sont trop courts les génériques de fin. C'est comme les génériques de début. C'est beaucoup trop rapide. Hein. Tu sens que la France est passée par là. Tac, sinon, tu vois, on repart dans le... On repart... Ah oui, il faut que j'appuie ici en fait, voilà. On repart après dans un nouvel épisode avec un nouveau petit résumé des épisodes précédents. Ça va très très vite, ça s'enchaîne. Hein. C'est pas comme au Japon, c'est 1 minute 30 d'opening, 1 minute 30 de ending. On aurait vraiment pu se quitter sur un ending d'une 30. Mais là, c'est compliqué. Ouais, là, ça rush. Hein. Sur le Blu-ray, il y aura la version, enfin, il y aura en bonus la version 90 secondes, mais qui n'a jamais été utilisée dans aucun pays. Mais sinon, on aura la version 1 minute de générique et 1 minute de générique de fin et 1 minute d'opening pour tous les épisodes. Oh, excellent, trop bien. Mais c'est une super bonne nouvelle. Bah, merci pour ces derniers détails, Savin. Et je te remercie du coup d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du Kickstarter et de repartir finalement sur toute la création de Bone Star Racer, qui est une très longue aventure qui dure depuis de nombreuses années, une grande partie de ta vie. Du coup, et un projet qui va continuer à faire partie de ta vie, je l'espère, pour encore de nombreuses années aussi. J'espère aussi. Merci à vous. On vous remet voilà le lien sur le chat, ça a été posté par Badstref pour aller backer évidemment le Kickstarter d'Oban Star Racer. Je suis en train de regarder où ça en est là. Et voilà, et on est à 226 775 €. Voilà, ça a encore augmenté, c'est une très bonne nouvelle. De notre côté, on va continuer le programme avec les reviews. Merci pour tout, Savin, à très bientôt. Salut. Bye. Le Mochi critique. Alors le Mochi critique.